Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc pour cette troisième édition des rencontres des nouvelles pratiques philosophiques, enfin du parcours des nouvelles pratiques philosophiques organisées par Canopé pour 2022-2023. Bienvenue également aussi aux personnes qui sont inscrites via les rencontres des valeurs de la République et qui nous rejoignent aussi sur ce parcours. Donc, bienvenue à vous. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore le parcours Nouvelles Pratiques Philosophiques, donc il faut savoir que c'est la troisième édition de ce parcours avec à chaque fois des nouveaux invités et qui traitent à chaque fois une thématique différente, notamment en lien avec les nouvelles pratiques philosophiques et différentes méthodes, différents dispositifs qu'on essaie de mettre en valeur, de mettre en avant et que vous puissiez avoir euh, une vue un petit peu, voilà, un panel en tout cas de pratiques dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, on accueille Aurélia Platon, qui est enseignante au département d'instruction publique à Genève, qui est membre aussi du comité Profilo et qui est aussi rattachée à la chaire UNESCO des pratiques de la philosophie avec les enfants. Elle a entre autres co-organisé en 2019 les rencontres internationales sur les nouvelles pratiques philosophiques à l'Université de Genève. Et Aurélia, je vous laisse la parole pour vous présenter peut-être un peu mieux que j'aurais pu le faire. Merci pour la présentation, Nicolas. Alors oui, je vais effectivement peut-être me représenter parce que c'est vrai qu'en fait, entre le moment où on a échangé et puis maintenant, il y a eu pas mal de chamboulements, mais positifs, hein, dans ma carrière professionnelle. Donc, beaucoup des postes que je tenais jusqu'à maintenant, j'ai lâché en fait pour me tourner vers d'autres horizons. Mais j'ai prévu un petit point de présentation de moi, vu qu'on va passer la matinée ensemble. J'aimerais pouvoir voir vos visages et entendre vos voix. Peut-être qu'on aura un moment un petit peu plus tard dans la matinée où on pourra échanger. Mais du coup, je pense que c'est cool que vous sachiez avec qui vous êtes. Donc, une première partie plutôt théorique où donc moi, je vais parler. Voilà. Et une deuxième partie un petit peu plus pratique, ou même si cela aurait été chouette de pouvoir faire ces exercices et d'être là avec vous pour vous aiguiller physiquement, je vous laisserai vous un petit peu du coup mettre la main à la pâte et puis on va essayer de réfléchir et mener une réflexion sur une mise en place ou une mise en œuvre du coup, donc des aspects plus pratiques de la pratique justement de la philosophie et des droits de l'enfant. Donc comment en fait on peut mettre en œuvre les droits de l'enfant ou comment on peut questionner les droits de l'enfant au travers de la pratique de la philosophie. Voilà. Allons-y avec la présentation. Nicolas Frédéric, je vous laisse me dire s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec le partage d'écran. Mais normalement, c'est bon. Et on arrive donc à le qui suis-je. Si ce n'est que c'est une grande question. C'est tout bon, vous voyez là? C'est parfait, tout Super, fonctionne. yes, on y arrive. Si ce n'est que c'est une grande question à laquelle nombreuses philosophes ont essayé de répondre, je me dis à nouveau, parce que vous allez passer cette matinée, enfin cette demi-matinée avec moi, c'est cool si on se connaît un petit peu. Alors, je crois que dans l'audience, il y a quelques personnes qui me connaissent déjà, sauf erreur, mais pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout ce qui a été mentionné était juste, mais c'était dans le passé, dans un passé il n'y a pas très longtemps non plus. J'étais effectivement enseignante au primaire. Je travaille aussi à la chaire UNESCO, donc sur la pratique de la philosophie avec les enfants aux côtés d'Edwige Chirouter, que certaines d'entre vous connaissent probablement. J'étais aussi membre du comité Profilo, donc c'est une association genevoise qui mène des actions donc, à Genève, logiquement, pour mettre en place des activités en lien avec la pratique de la philo, que ce soit avec les enfants, les adolescents, les adultes, voire même dans les EMS, donc ce sont les maisons de retraite en fait. Donc voilà, et puis là j'ai repris un tournant parce que j'étais en parallèle à ça comédienne, je reste comédienne et du coup là j'ai repris un tournant où je vais mettre en fait le théâtre un petit peu au premier plan de ma carrière. Donc voilà, mais ces réflexions restent d'actualité, enfin, c'est-à-dire je n'ai pas abandonné. C'est tout cet héritage de réflexion que je suis contente de pouvoir représenter et présenter ce matin même. J'ai aussi fait du coup un master interdisciplinaire en droit de l'enfant.
donc dans le cadre du Centre interfacultaire en droit de l'enfant de l'Université de Genève. Et c'est donc là qu'ont commencé les premières réflexions sur le lien entre pratique de la philosophie et droit de l'enfant. Parce qu'à ce moment-là, j'avais fait un échange au Québec où j'avais eu la chance de rencontrer donc Michel Sasseville. Et puis, en fait, voilà, j'apprivoisais un petit peu pour la première fois la pratique de la philosophie avec les enfants. Et en parallèle à ça, ben, je faisais ce master et puis je me suis dit, ah, je ne me suis pas dit, ah, mais quand même un petit peu, je me suis dit, ouais, il y a des choses similaires. Et puis, du coup, bah, je me suis juste plongée un petit peu dans les deux et voir comme je l'ai dit avant, quels pouvaient être les liens entre ces deux domaines. Donc, voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair qui je suis et qu'est-ce que je fais dans ma vie. J'espère, vous pourrez aussi à un moment peut-être me parler de la vôtre. Probablement pas là, mais je reste aussi, je mettrai mon adresse mail à la fin, disposée pour des échanges de plus longue voie dans un autre cadre, au cas où plus tard. Alors, j'ai mentionné juste avant que j'ai fait des études donc en droit de l'enfant. Pour certaines d'entre vous, c'est peut-être, enfin, vous ne saviez même pas que ce domaine existait. Alors en fait, c'est dans le cadre de mes études, on a vraiment été amené à entrer dans une approche interdisciplinaire. Donc, les droits de l'enfant étaient considérés d'un point de vue psychologique, d'un point de vue sociologique, d'un point de vue plus global, en considérant, OK, droits de l'enfant, droits humains, quels sont les liens. On a également fait du droit civil, du droit pénal, il y avait des sciences d'éducation, bien entendu. Et puis, tout ça était sous, en fait, le grand couvercle de l'interdisciplinarité. Donc, en gros, c'était une faculté où il n'y avait pas, du coup, justement, une discipline. Nos enseignants venaient de différentes facultés. Et du coup, on a vraiment pu étudier les droits de l'enfant comme un espèce d'ensemble. L'approche, c'est presque une approche holistique. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'était un petit peu une approche, oui, je dirais qu'une approche holistique, ça marche assez, des droits de l'enfant. Et bien entendu, tous nos cours et nos réflexions étaient quand même basés sur la Convention relative aux droits de l'enfant, sur laquelle je reviendrai plus longuement juste après. Et tout le point un petit peu de c'était 2 ou 3 années d'études, c'était finalement de nous amener à la réflexion que l'enfant est en fait à considérer, l'enfant est en fait, je vais y arriver, en fait à considérer comme un être présent, un être capable, un être compétent. Donc Hanson, c'est un petit renvoi à des enseignants que j'ai eu pendant la formation, qui change un petit peu en fait d'une conception qu'on a pu avoir jusqu'à la création en fait de la CDE. Donc CDE, quand je dis CDE, c'est Convention relative aux droits de l'enfant. Avant la création, probablement, peut-être pas partout, je ne vais pas faire une généralité, il n'y a vraiment pas d'études statistiques qui ont été faites à ce sujet, mais il faut savoir qu'avant ça, l'enfant était peut-être plus considéré comme un objet de droit et non comme un sujet de droit. Donc un objet de droit dans le sens où il était objet de mesures, probablement plus d'ailleurs de protection. Et donc là, pour la première fois, avec l'arrivée du domaine ou du champ des droits de l'enfant, on le considère comme un sujet de droit. Et donc, il y a vraiment une notion d'agentivité, et d'agentivité, je ne sais pas si tout le monde est au clair sur le terme, mais qui peut en fait prendre part à ces choix, mener des actions et mettre en place des décisions en fait de manière autonome et de manière individuelle et individuée, en fait détachée de l'influence des adultes. On verra que ça a des limites. Mais voilà, mais donc c'était pour la première fois un petit peu inédit d'avoir cette nouvelle vision de l'enfant en tant que sujet de droit. Et ça, c'est quelque chose qui baigne vraiment le domaine des droits de l'enfant, qui est intéressant, moi je dirais même important à garder en tête quand on aborde la question des droits de l'enfant. L'enfant n'est plus un objet de droit, mais bien un sujet de droit. Et ça fait quand même une différence conceptuelle, pas des moindres. Donc voilà. Et donc un sujet, forcément, ça veut dire que oui, voilà, il peut exercer ses droits. Moi, je ne me suis pas arrêtée à la réflexion sur, on devait tous choisir un thème pour notre travail de fin d'études. Je ne me suis pas arrêtée à la réflexion sur juste exercer ses droits de manière générale. De toute manière, il fallait qu'on se spécialise. Donc, moi, j'ai choisi de placer cette réflexion dans le cadre en fait scolaire et de mener une réflexion sur comment en fait les
les systèmes scolaires. Bon, je me suis beaucoup basée sur le système scolaire européen et ça ne veut rien dire, mais plus européano-centré, disons, sur comment en fait les systèmes scolaires pourraient être revus, repensés. Je me suis un peu plongée dans toute la littérature qu'il y avait à disposition pour en fait proposer un nouveau modèle qui clairement, si je vendais un objet comme une télévision. Je ne vends pas de télévision, mais je dirais que c'est le modèle dernier cri. Voilà, avec toutes les options, vraiment, c'est super. En plus, elle est écologique. Bon, voilà, j'ai fait ça pour les écoles en me disant que je suis vraiment allée chercher tout ce qu'il y a de meilleur, entre guillemets, dans la littérature et tout ce qu'on a dit. Ça marche, ça, c'est super, ça, c'est respectueux des enfants et de leurs droits. Child-friendly, c'est ça qu'on entend. Child-friendly, ça veut dire respectueux des enfants et de leurs droits. Et puis, j'ai créé un modèle. Mais voilà, ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions à nouveau, n'hésitez pas. Il y aura mon adresse mail à la fin. Je serai toujours contente d'y répondre. Mais du coup, voilà. Donc, petite précision sur ce domaine, en fait, des droits de l'enfant. Et avant toute chose, qu'on passe à la suite. Donc, je ne sais pas si tout le monde a à disposition un petit calepin, une feuille de papier, quelque chose d'équivalent, et un petit crayon, un petit stylo. Si pas, c'est le moment de vous en saisir parce qu'on va faire une dictée. Non, pas du tout. Je suis désolée, en plus, moi, je fais des blagues. J'espère qu'il y en a certains d'entre vous qui rigolent derrière votre ordinateur. Moi, je rigole toute seule, en tout cas. On ne va pas faire une dictée. Non, pas de déformation professionnelle ce matin. C'est juste plutôt pour vous d'avoir un petit moment de réflexion sur… Alors maintenant, je vous ai donné quand même quelques pistes, mais qu'est-ce que ça évoque les droits de l'enfant et est-ce que vous en connaissez? Est-ce que… Voilà, juste notez un petit peu comme ça, en vrac, sans aucun jugement sur vos propres écrits, d'accord? Parce que moi, je ne vais pas les voir. Et ces propres écrits n'auront d'autre but que d'être comparés avec ceux que vous aurez peut-être à la fin de la formation. Donc, juste, voilà, notez quelques idées sur une feuille de papier sur ce que ça représente pour vous, les droits de l'enfant. À quoi ça renvoie? Est-ce que, voilà, vous les avez déjà vus? Juste vous notez quelques idées. Je vous laisse, allez, une minute de silence de mon côté, pendant laquelle vous pouvez juste noter. Et si c'est rien, c'est rien. Et tant mieux, vous êtes au bon endroit dans cette formation, du coup. Donc voilà, vous avez peut-être déjà des préconceptions et je vais arrêter de parler. Je vous laisse noter. Vous pouvez aussi le faire dans le chat, hein, si vous voulez. C'est possible, tout à fait. Mais comme malheureusement, je ne vois pas le chat, je me suis dit… Là, de toute manière, en fait, le but, c'est aussi d'avoir un petit moment pour soi en individuel, puisque on reprendra ça à la fin de la formation, puis c'est de voir si les conceptions aussi sur ça ont potentiellement évolué. Mais s'il y a des gens qui veulent partager, bien entendu, puis je vous laisserai me dire aussi, Nicolas et Frédéric, s'il y a quoi que ce soit qui est écrit sur le chat, vu que moi, je ne le vois pas. Vous me Tout à faites un fait, on peu. vous relaie, il n'y a aucun problème. Trop bien. Pas de Si des souci. personnes veulent partager, elles peuvent, mais pour ne pas prendre trop de temps par rapport à ça, je pense que c'est bien juste les gens notent pour eux. Ou si vous Alors, connaissez des droits, ou, voilà. respecter l'enfant en tant qu'être humain, Armel. Droit de donner son avis, Claire. Ouais. Je rajouterais aussi droit à la sécurité. Ouais. L'enfant est une personne, droit de s'exprimer. Pyramide de Maslow, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Droit à un toit, des soins, une éducation. Droit à être considéré et écouté. Droit à l'éducation, droit à l'égalité, droit à la vie. Droit d'aller à l'école. Dignité et protection, liberté. Droit de jouer aussi, droit au respect. Les droits normatifs. Reconnaissance et respect des besoins spécifiques de l'enfant. Droit de donner son avis, droit d'expression. Droit à l'instruction aussi. C'est vrai, hein, finalement. Les gens sont déjà assez bien renseignés. Ok, très bien. Ouais, trop bien. Ben, merci à tout le monde pour les partages. Et puis, ben, c'est intéressant parce qu'il y a déjà des choses que je relève là dans peut-être les droits que l'on connaît plus que d'autres. Il y en a certains qui sont revenus là, peut-être je viens que dans le chat deux ou trois fois. Et du coup, ce serait intéressant de discuter de ça. Mais c'est surtout pour voir pour vous quelles sont vos conceptions un petit peu par rapport
aux droits de l'enfant et j'espère, j'espère modestement, pouvoir venir un petit peu les bousculer aussi. Voilà, comme ça, vous vous sentez un petit enfin, le plus armé possible. Disons qu'on a ce qu'on pense que sont les droits de l'enfant, il y a ce qu'ils sont, et il y a ce qu'on peut questionner de ce que sont les droits de l'enfant. Donc voilà, je vais vous embarquer avec moi dans cette analyse en 3 temps. Du coup, voilà. Alors, je ne peux pas faire une présentation sur les droits de l'enfant. On va y arriver, hein, là, avec les liens, avec la pratique de la philosophie, restez avec moi. Mais c'est juste que, voilà, on est obligé de passer par là parce que, finalement, cette convention relative aux droits de l'enfant, donc CDE, ça a été un peu durant, en tout cas, nos études, un peu notre Bible et ça reste que c'est l'écrit de référence en matière de droits de l'enfant parce que c'est l'écrit qui va en fait réunir tous les droits de l'enfant et puis qui va les développer. Alors, du coup, c'est une convention qui a été établie donc, le 20 novembre 1989, fruit d'un long processus d'écriture. Hein. Donc, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, on est bien d'accord. Il y a eu beaucoup de groupes de travail et de recherche et de réflexion pour pouvoir en fait produire cette convention. Mais elle a été adoptée donc par l'Assemblée générale de l'ONU à la date que je viens de mentionner. Elle comporte du coup 54 articles. On dirait que ça fait beaucoup. On va faire un petit tour après de la convention. Vous verrez, c'est très, très rapidement lu et puis c'est très accessible. Honnêtement, elle est très digeste. Et 3 protocoles facultatifs. Donc, qu'est-ce que sont les protocoles facultatifs, vous demandez-vous? Si vous ne vous le demandez pas, c'est probablement que vous connaissez déjà la Convention des droits de l'enfant. Quand je suis en formation avec des gens qui sont face à moi, mais là, malheureusement, ce n'est pas le cas, ce n'est pas possible, j'aime bien demander qui a déjà entendu parler de la Convention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent les droits de l'enfant, mais qui ne savent pas qu'il y a une convention qui est rattachée. Donc, j'aime bien dire, puis là, ça dépend des formations, mais toujours étonné en bien quand il y a des gens qui en ont entendu parler. Puis après, j'aime bien demander qui l'a lu, parce que ça, c'est encore un autre niveau, et qui en connaît, voilà, qui pourrait citer certains des droits. Ce n'est pas des tests, mais c'est juste que, voilà, en fait, on peut en avoir une idée générale, mais on ne s'est pas forcément penché dessus. Et je pense que pour pouvoir aborder la question des droits de l'enfant, il faut avoir lu cette convention quand même. Il faut avoir en tête, pas la connaître par cœur, bien entendu. Si vous voulez l'apprendre par cœur, vous pouvez. Challenge personnel, ça vous regarde. Mais voilà. Donc, 54 articles et 3 protocoles facultatifs. Donc, les protocoles facultatifs, ce sont des protocoles qui ont été ajoutés après. Donc, ce sont en fait des documents parallèles qui viennent compléter les 54 premiers articles, voilà, je vais y arriver, parce que ils sont venus en fait répondre à des réalités qui se sont ajoutées après. Donc, on pourra les regarder aussi. Et donc, ces protocoles-là sont facultatifs dans le sens où les pays qui ont signé, ratifié la Convention ont pu choisir dans un second temps de signer et ratifier ces protocoles-là, d'où le terme facultatif. Donc voilà, ils viennent répondre, comme je dis, à des choses qui n'avaient pas forcément été considérées au moment de la rédaction de la Convention. Alors, vous verrez que dans cette convention, il y a différents types de droits. Et ce qui était intéressant dans ce qui a été mentionné dans le chat juste avant, c'est qu'on voyait bien que la teneur des droits n'était pas tout à fait la même. Ce n'est pas la même chose que de dire qu'il y a un droit à la sécurité, que de dire qu'il y a le droit à l'éducation. Et du coup, ces droits ont été en fait triés, classés. Il y a plusieurs classifications qui existent. Une de ces classifications est celle des 3 P. Voilà, ils ne sont pas allés chercher très loin parce que vous l'aurez deviné si vous avez lu la suite. Protection, prestation, participation. Donc, voilà, les 3 P. Les droits, du coup, dans cette classification ont été donc triés dans ces 3 catégories distinctes avec donc des droits qui relèvent plus de la protection de l'enfant. Donc ça qui est plus en lien avec cette ancienne conception qu'on a pu avoir, mais dont on ne peut pas totalement se détacher, les enfants restant des enfants. Des droits de prestation, donc là où en fait on cherche à fournir, à offrir et à assurer des prestations à l'égard des enfants. Et des droits
participatif ou de participation, mes petits préférés, vous l'aurez deviné, c'est pour ça que je l'ai mis en gras, les droits de participation et qui, cela, du coup, vont regrouper des droits où on va chercher à faire participer, en fait, les enfants. Et c'est peut-être là le côté un petit peu plus novateur de cette CDE qui a cherché vraiment à amener en fait des droits participatifs et puis à mettre ces droits sur le devant de la scène. Donc voilà, on va revenir de toute manière sur cette classification et sur les droits participatifs plus particulièrement un petit peu plus tard dans la matinée. Alors, à titre indicatif, il faut savoir que chaque pays a pu signer et ratifier. Donc signer, c'est dire je suis d'accord. Voilà, on ne se mouille pas trop. Ratifier, c'est dire j'applique. Et on va voir que ça a c'est une distinction fondamentale. Là, toute cette petite introduction-là sur les droits de l'enfant, c'est pour vous dire qu'à chaque instant, on va y arriver, mais si vous êtes en train d'appliquer, en fait, si vous êtes en train de mettre en œuvre une quelconque activité relative aux droits de l'enfant, vous ne faites qu'appliquer finalement en fait une loi internationale, ce qui est plutôt rassurant parce que voilà, on peut aussi, notamment dans le domaine de la philosophie avec les enfants, se retrouver un petit peu à finalement qu'est-ce que c'est, y a-t-il une part de légitimité? Eh bien en fait, oui, notre pays, donc le nôtre, je parle de la France, mais peut-être qu'il y a des personnes qui nous suivent depuis d'autres pays, je ne sais pas, a donc ratifié. Et comme 196, c'est une déformation linguistique de la Suisse, 196 États parties qui ont donc ratifié. Donc, États parties, ça veut dire voilà, qui ont ratifié la Convention, et un pays uniquement signataire, sauf changement là, dans la nuit, qui est donc les États-Unis, parce que certaines lois qui sont encore appliquées dans certaines parties des États-Unis vont à l'encontre des droits qui sont précisés en fait dans la CDE. De fait, les États-Unis ne pouvaient pas ratifier la Convention. Voilà, notamment des questions relatives à la peine de mort. Bon, ça a peut-être évolué, mais voilà. Et du coup, cette convention relative aux droits de l'enfant, il y a des acteurs qui vont œuvrer pour tant sa mise en œuvre que pour la surveillance. Surveillance, alors il n'y a pas de KGB de la CDE, hein, on est sur quelque chose de beaucoup plus tranquille, mais il y a quand même des groupes de travail qui cherchent à surveiller les États avec des petites jumelles. Non, pas du tout. Ce n'est pas des petites jumelles. Ils vont vraiment sur le terrain, interroger les acteurs, actrices concernés, les associations, ils vont dans les écoles pour essayer de voir ce qui est mis en œuvre de manière très concrète en matière de droits de l'enfant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chaque année, ces groupes de travail vont présenter au comité des droits de l'enfant le résultat de leur recherche sous forme de rapport. Et puis, en fait, les pays qui n'auront pas forcément répondu, il n'y a pas d'attente auquel ils doivent répondre, mais les pays qui peuvent faire mieux, entre guillemets, en matière de droits de l'enfant, seront, gros guillemets, à nouveau repris. Mais on va chercher en tout cas à leur notifier et à leur souligner qu'ils pourraient faire mieux. Donc, il y a vraiment une partie mise en œuvre, donc des gens qui vont travailler à ce que ces droits soient mis en place dans la société, et une partie surveillance, donc des groupes qui vont regarder si les actions sont effectivement bien mises en place dans la société. Et puis du coup, voilà, ces deux organismes, en fait, se complètent d'une certaine manière. Je précise aussi qu'une convention est à distinguer d'une déclaration. Une déclaration n'a pas d'impact politique. Une convention en a un. On pourrait croire que non, mais en fait, si un pays a ratifié la convention, ça a un réel impact, en fait, qu'on va voir juste après. Mais donc voilà, ce n'est pas simplement une déclaration qui dit, voilà, on pense que voilà, ça se serait bien. Non, non, une convention, si elle a été, notamment comme j'ai dit juste avant, ratifiée, a un réel impact. Donc, je vais parler maintenant, de manière tout à fait logique, de l'impact politique de la CDE. J'ai donc un petit peu précisé déjà donc, ces différents deux points. Donc, la mise en œuvre qui relève de la responsabilité des États parties. À nouveau, je le rappelle, donc États parties, c'est les États qui ont donc signé et ratifié la Convention. Donc, ça a un impact très concret tant sur les lois nationales et locales des pays. Donc, avec cette mention importante à garder à l'esprit, que la Convention
est juridiquement contraignante, c'est-à-dire que vous appliquez la loi. Voilà, ça fait d'un seul coup, c'est très intense, hein. Vous allez voir, en fait, un peu plus tard dans le processus de pensée de cette matinée, que quand on pratique, en fait, ce qui est proposé dans la convention, on est en fait seulement en train de mettre en place la loi et ben, la pratique de la philosophie, ça tombe bien, ça rentre là-dedans, ça rentre dans ce cadre. Donc voilà, c'est un petit… On y reviendra, mais je trouve ça chouette, en fait, de se dire qu'on est juridiquement, en fait, légalement appuyé par cette convention. Et du coup, ça donne aussi une base de travail pour des organisations non gouvernementales, associations ou institutions pour la mise en œuvre. Donc, il y a des associations, vous n'êtes pas sans savoir probablement, qui travaillent à la mise en œuvre de ces droits et puis qui soient spécialisées là-dedans ou qui juste choisissent les droits de l'enfant comme cadre de référence ou comme voilà, réflexion transdisciplinaire dans leurs actions. L'autre versant dont je parlais juste avant, c'est donc celui de la surveillance. Là, pour le coup, donc, ce sont des instituts nationaux indépendants, c'est important, la notion d'indépendance là-dedans, dans le sens que voilà, il n'y a pas de… Les États ne peuvent pas impacter les résultats de ces organismes de surveillance. On les appelle des ombudsman. Donc, ce sont des instituts nationaux qui sont dédiés à la surveillance des actions menées relatives aux droits de l'enfant. Et donc, bien entendu, il y a le comité des droits de l'enfant, qui est l'organisme le plus haut placé relatif à la surveillance des droits de l'enfant. Et donc, dans ce comité-là, siègent donc 18, si je ne me trompe pas dans les nombres, experts qu'on appelle de haute moralité, qui disposent donc de compétences qui vont être reconnues dans le domaine des droits de l'enfant et puis qui vont être, qui vont être élus par les États parties. Nous, par exemple, on a eu là dernièrement donc, un des professeurs du master que j'ai suivi, donc le docteur Philippe Jaffé, qui lui siègeait, ou siège encore maintenant, parce que les mandats sont de 4 ans. Donc, les mathématiques, voilà, chacun ses domaines, il faudrait que je révise un peu mes maths. Mais voilà, donc lui, il avait été élu parce qu'il était considéré comme compétent pour siéger dans le comité des droits de l'enfant. Donc, ces personnes, ils et elles sont élues pour 4 ans. Les mandats peuvent être renouvelables. Il y a toujours une répartition géographique équitable. On cherche à ce qu'il y ait des gens de tous les continents pour qu'aussi, voilà, il y ait une espèce de neutralité et non un ethnocentrisme dans les réflexions. Ethnocentrisme, je ne sais pas si tout le monde est au clair sur le terme, le fait que nos réflexions vont être centrées sur notre réalité géographique. Et donc, tout ce qui découle de ça au niveau sociologique, économique, ethnographique, etc. etc. Donc voilà. Ceci étant, ces personnes-là siègent à titre personnel. Elles ne représentent pas l'État, mais elles sont quand même là, elles sont rattachées à l'État. Et puis, du coup, chaque État, donc État partie, va avoir un rapport à rendre de manière périodique, tous les 5 ans. Donc en gros, ils ont 5 ans pour faire mieux. D'accord? C'est comme si leur marge de progression, c'est à chaque fois 5 ans. En sachant que du coup, comme je l'ai noté là, des améliorations sont attendues par le comité des droits de l'enfant d'une session à une autre. C'est-à-dire que, par exemple, si on va pointer du doigt, je prends un exemple, et je prends un exemple un petit peu caricatural, je reviendrai sur ça après. Si on pointe du doigt un État par rapport au travail des enfants, le fait que les conditions de travail des enfants ne sont pas assez sécures, par exemple, ou qui ne sont pas assez bien rémunérées, par exemple, on va attendre qu'entre une session et une autre, donc 5 ans plus tard, il y ait une amélioration des pays et qu'ils aient mis en place des projets ou des structures ou des lois qui vont contrer la problématique, chercher à l'atténuer et en tout cas améliorer ce point-là. Il faut savoir aussi, donc j'ai eu la chance de pouvoir participer à une de ces sessions, donc qui sont, alors je ne pense pas qu'elles soient forcément ouvertes au public, il doit y avoir certaines conditions, mais pendant le master, on pouvait y avoir accès. C'est quand même, quand les pays doivent rendre des comptes au comité des droits de l'enfant, c'est intense.
C'est-à-dire que le comité des droits de l'enfant n'y va pas par 4 chemins pour dire, là, c'est n'importe quoi. Alors, ouais, il ne tourne pas comme ça, mais le point étant, voilà, quand les pays font des choses qui ne sont pas bien, bien n'est pas le bon terme, bien est un terme moral, qui ne sont pas adaptées ou qui pourraient être améliorées, voilà, qui est mieux, on leur tape quand même sur les doigts. Donc, c'est assez intéressant à voir et se dire que voilà, en fait, les États sont quand même un petit peu surveillés dans ce sens-là. Alors, voilà, on va faire une rapide petite visite guidée. Je vous emmène. J'ai fait un mime que vous avez probablement vu de manière laguée. Bref. Nicolas, Frédéric, dites-moi si le partage de connexion, ça ne marchait pas bien, mais je vais essayer juste, du coup, de mettre. Voilà. Est-ce que là, vous voyez mon écran avec l'apparition de la convention? C'est parfait. Oui, c'est bon. Parfait. C'est bon, on la voit. Petite visite guidée dans les couloirs de la Convention relative aux droits de l'enfant. Là, je suis allée sur le site internet, qui est en fait le site de loi suisse, parce que bon, voilà, ça s'appelle FEDLEX, dans lequel j'ai baigné au cours de mes études et auquel j'aime bien revenir parce que c'est joli, puis la typo est sympa. Mais bien entendu, vous trouverez nombreuses versions de la Convention relative aux droits de l'enfant. Vous trouvez même des versions synthétisées, des versions adaptées pour les enfants, des versions entre guillemets vulgarisées, parce que voilà, il faut quand même la lire. Donc, les articles ne sont pas très longs, comme vous pouvez le voir. Par exemple, cet article 6, relativement court. Les États partis reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. Quelqu'un l'avait mentionné dans le chat. Donc voilà, ils sont assez simples. Il n'y a pas de, entre guillemets, fioritures ou de longueur non nécessaire. Le but, c'est vraiment d'à chaque fois préciser au mieux le cadre d'application des articles. Mais voilà, donc c'est quand même, comme je dis, assez accessible. Prenez le temps, quand vous avez un moment, de passer dessus. Si c'est trop indigeste pour le faire en une fois, vous vous dites, OK, aujourd'hui, je fais 5 articles et demain, j'en ferai 5 autres. Et au bout de, normalement, 11 jours, vous aurez terminé votre lecture. Et donc, ces différents droits, justement, ils ne sont pas classifiés comme je l'ai mentionné avant. Hein. Bien entendu, la classification est une classification qui a été faite a posteriori. Donc, vous n'allez pas retrouver les 3 P comme ça, genre premier P, prestation, deuxième P, etc., etc. Mais quand vous allez les lire, vous verrez, et puis on prendra le temps aussi pour ça un peu plus tard, que certains relèvent plus de la prestation, d'autres de la protection et d'autres de la participation. Voilà, donc voilà à quoi ressemble globalement cette convention. Et puis là, du coup, vous avez à chaque fois, donc ça c'est pour votre propre information, savoir aussi, en fait, selon quoi, peut-être que certains d'entre vous vont intervenir à long, moyen, ou peut-être même court terme, moyen terme ou long terme, dans des pays en dehors de la francophonie. Ça peut être intéressant, en fait, quand vous allez là-bas, si vous êtes amené à animer un atelier autour de la question des droits de l'enfant, de savoir si le pays a ratifié. Moi, comme je dis, la plupart du temps, c'est oui. Et quand, voilà, ça peut toujours être, ah oui, mais si, ça a été ratifié. Voilà. Donc là, vous avez toutes les dates. Et puis, je ne sais pas si sur ce site-là, vous les trouvez quelque part aussi, vous avez les protocoles facultatifs. Bon, si vous tapez protocole, je pense qu'ils sont quelque part par là. Je ne vais pas perdre trop de temps sur ce site internet, mais vous avez aussi les 3 protocoles facultatifs qui vont donc préciser, comme je dis, des modalités auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Par exemple, les enfants dans les situations de conflit. Donc, toutes les considérations autour des enfants soldats. Triste réalité, mais réalité quand même. Donc, voilà. Alors, je vais sortir de là. Je vois les questions qui passent dans le chat, hyper intéressant en vrai. Peut-être que je prends le temps aussi d'y répondre dans la partie questions-réponses. Comme ça va peut-être une discussion plus fluide. Mais je vais quand même répondre à cette question je ne sais plus la personne navrée, j'ai oublié votre prénom, qui avait posé une question sur les États-Unis. Alors, il se peut que la situation ait changé. Mais à l'époque où moi, j'étais en études, donc il y a quelques années en arrière, ce qui s'est passé, en fait, c'est que certains comtés en fait, des États-Unis
avaient des lois locales. Donc, ça fonctionne un petit peu comme en Suisse, hein, mais vous n'êtes pas sans savoir. Donc, en Suisse, nous, on fonctionne par canton. Donc, il va y avoir des lois nationales, mais ici, il y a des lois cantonales. Aux États-Unis, c'est le même principe. Et certains cantons, en fait, pouvaient appliquer encore la peine de mort sur mineurs. Et de manière très, voilà, assez logique, c'était une contre-indication, une clause contraire au fait de pouvoir ratifier la Convention relative aux droits de l'enfant. Voilà. Je vais refaire un partage d'écran, comme ça on va reprendre le petit PowerPoint. Voilà, normalement là je pense qu'on y est. Hop, je le repartage ici. Voilà, donc normalement vous devez pouvoir voir mon écran. Je suis désolée, j'espère que ce lagage… C'est parfait. C'est parfait, trop bien. N'arrivera pas. Parfait, n'arrivera pas encore une fois. J'ai vu aussi des questions sur le chat par rapport à qu'est-ce qui se passe si un État n'applique pas. Ben, en fait, voilà, on lui tape sur les doigts. Il n'y a pas de sanctions pénales, d'accord, les présidents ou aux dirigeants, dirigeantes, présidentes ou aux dirigeants, dirigeantes ne vont pas aller en prison pour ne pas avoir appliqué les droits de l'enfant. Mais il y a quand même cette pression de savoir que chaque 5 ans, ils doivent présenter un rapport, enfin, ils doivent présenter une amélioration, en fait, des actions menées dans ce sens-là. Donc, il y a un vrai impact, comme je dis, politique, vu que la Convention est juridiquement contraignante. Voilà. Alors, du coup, là, je vais prendre le focus de certains droits, parce que voilà, vous dites, ah, droit de l'enfant, c'est bien gentil, lien avec la pratique de la philosophie. Oui, eh bien, on y arrive, ça prendre le temps de l'introduction. On y arrive. Alors, moi, j'appelle cette partie du droit de penser parce que, en gros, comment, en fait, finalement, ou dans quelle mesure est-ce que je vais peut-être lire la question qui la résume le mieux. Que permettent les droits de l'enfant vis-à-vis des pratiques philosophiques? Donc, top-down, là, je fais un geste que probablement sera lagué, je suis navrée, mais du coup, c'est à inverser ou à opposer à bottom-up. Donc, top-down, c'est qui vient d'en haut. Donc, en haut, c'est la CDE. Comment cela peut avoir un impact sur les pratiques? Donc, en fait, là, ce qui s'est passé, c'est que je ne suis pas la première ni la seule à avoir fait ce travail-là, mais c'est de se dire, OK, dans quelle mesure est-ce que la Convention relative aux droits de l'enfant offre un cadre, à nouveau, finalement, un cadre avec ce réel impact juridique qui permet en fait de justifier la mise en œuvre de la pratique de la philosophie avec les enfants. Et bien, c'est là que certains articles que vous verrez sont plus relatifs d'ailleurs aux droits participatifs sont intéressants. Donc, je vais vous les lire. Donc, c'est l'article 12, 13 et 14. Il y en a d'autres, mais ça, c'est ceux qui sont vraiment plus spécifiques et qui sont bien d'avoir dans un coin de notre tête si on veut se dire, OK, dans quel cadre de référence est-ce que je m'inscris quand je mets en œuvre un dialogue philosophique? Eh bien, vous inscrivez dans ce cadre de ces 3 articles. Dont le premier dit donc les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. Article 13, l'enfant a le droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. Et l'article 14, les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Alors, on peut émettre certaines réserves à l'égard de certaines des formulations ou tournures ou conceptions dans ces articles-là. Par exemple, l'enfant qui est capable de discernement. Ça, c'est une grande question qu'on avait pendant les études. Comment peut-on estimer qu'un enfant est capable de discernement? À partir de quand? À partir de quel âge? La question reste ouverte et en suspens, il n'y a pas de bonne réponse. Mais du coup, on voit même que dans les tournures en fait, de la CDE, il y a certaines zones un petit peu… Voilà. Il y a aussi une partie à la liberté de penser. Sommes-nous vraiment libres de penser? Si vous avez déjà mené des dialogues philo sur la liberté, voilà, est-ce que vraiment on est libre de penser? Est-ce qu'on est libre tout court? Je laisse les questions ouvertes. Mais voilà, donc il faut les prendre
avec ces petites subtilités, mais ce sont 3 articles qui vont en fait se poser cette question de comment en fait les droits de l'enfant ils permettent en fait de mettre en place la pratique de la philosophie et comment ils permettent de les rendre concrets. En fait, ces articles-là, si on les lit, on se dit ah, c'est bien joli, mais qu'est-ce que je fais? Alors, je ne dis pas que la pratique de la philosophie avec les enfants est la seule manière de mettre en œuvre ces articles, mais c'est une des manières de mettre en œuvre. Quand on dit qu'on garantit à l'enfant le droit d'exprimer librement son opinion, j'ai l'impression, en tout cas, peut-être que je me trompe, mais des différents dialogues philosophiques que j'ai pu animer dans les dernières années, que c'est quand même un petit peu ce que l'on cherche à faire quand on met en place j'allais dire une CRP. Je ne sais pas si tout le monde à nouveau est à l'aise avec le thème, c'est plus l'Imanien ou Sassevillien, mais communauté de recherche en philo. Mais voilà, des dialogues philosophiques. Quand on cherche à les mettre en place, on cherche justement à ce que les enfants puissent exprimer librement leur opinion. Et puis, avec un peu de chance, c'est sur une question qui les intéresse. Voilà. En fait, là, ce qu'il faut se dire, c'est que cette pratique, ou ces pratiques qui découlent de la pratique de la philosophie avec les enfants sont une manière d'opérationnaliser ces articles. C'est une manière de les rendre concrets, de les faire vivre. Parce que c'est bien joli d'avoir cette convention relative aux droits de l'enfant. En fait, elle ne nous explique pas comment faire. La convention relative aux droits de l'enfant va nous donner un cadre de référence, un cadre législatif finalement de référence, mais elle ne va pas nous dire, OK, ce serait bien, par exemple, prenons le droit à l'éducation, il ne va pas nous dire comment éduquer. Et c'est ce qui va être intéressant parce que on va se retrouver à des conceptions qui vont être différentes d'un pays à un autre. Donc voilà, typiquement pour l'éducation. Mais donc voilà, ces articles-là nous disent, OK, ce serait bien que les enfants puissent s'exprimer librement et puis qu'ils aient le droit à la liberté de penser. OK, mais comment on fait concrètement? Eh bien, en fait, la pratique de la philosophie est une opérationnalisation, un moyen de rendre concret, d'appliquer en fait ces articles-là. Ce qui m'amène à cette autre dia, donc j'ai dit du droit de penser à penser ses droits. Donc là, on est dans la logique inverse et en fait, avec la question de que permettent les pratiques philosophiques vis-à-vis des droits de l'enfant. Donc, c'est comment, une fois qu'on a mis en place, et on y arrive du coup, des pratiques philosophiques, qu'on aborde la question des droits de l'enfant et quel impact finalement va avoir la pratique de la philosophie sur les droits de l'enfant. Alors, il faut savoir que, je vais peut-être mentionner ça après, je vais le faire dans l'ordre, Donc, le but là, c'est grâce à la mise en œuvre de pratiques philosophiques, de donner une impulsion à une réflexion critique sur les droits et d'emmener les enfants à questionner en fait les droits qui leur ont été accordés. Parce qu'on reste sur le fait que ces droits, ils ne les ont pas choisis, on leur a accordé. Comment dire? Les droits universels, les droits humains, c'est des adultes qui ont décidé pour des adultes. Les droits de l'enfant sont des adultes qui ont décidé pour des enfants. Il y a une distinction conceptuelle quand même qui n'est pas des moindres et qu'il faut qu'on garde aussi dans un coin de notre tête. Moi, qui me tient particulièrement à cœur, c'est que les enfants, on leur a accordé ces droits-là, ils ne les ont pas choisis. La notion de choix est quand même très importante et elle va impacter en tout cas ma manière de concevoir la mise en œuvre de la pratique de la philosophie en lien avec les droits de l'enfant. Donc, mais le but du coup de ces pratiques philosophiques, quand on vient questionner les droits de l'enfant, c'est de questionner si l'origine de ces derniers, la valeur qu'on porte à ces droits, leur importance, leur légitimité. Il faut aussi du coup savoir que posséder des droits n'est pas synonyme d'égalité ou de neutralité. Il y a eu clairement un parti pris des rédacteurs, rédactrices de la Convention de placer l'enfant dans un cadre identitaire qui est bien précis. Et donc, je dis cadre identitaire qui va renvoyer à une identité sociétale plus large même. Et du coup, c'est pas neutre. En fait, par exemple, je reprends cet exemple à nouveau, l'exemple du travail et des enfants qui vont travailler. En fait, la vision de la CDE est très ethnocentrée, je reprends ce terme, quant à ça. C'est-à-dire qu'elle est découpée, détachée de certaines réalités socio-économiques de pays plus lointains peut-être des concepteurs, conceptrices de la CDE.
C'est-à-dire que quand on aborde souvent la question du travail des enfants, et même les droits de l'enfant, c'est assez facile d'ailleurs d'entrer dans une vision que je pense qu'il faut que l'on s'en garde d'avoir, qui est une vision un petit peu misérabiliste de certains fonctionnements dans des pays en développement, en se disant: «Ouh là là, les pauvres là-bas, ils n'ont pas de maison» ou «Les pauvres là-bas, les enfants, ils travaillent», alors que non, non, les droits de l'enfant disent qu'ils ne doivent pas travailler. Certes, je pense que sur le principe, les enfants seraient plus contents de jouer, mais c'est une vision ethnocentrée. C'est-à-dire que dans certains pays, la réalité économique fait que les enfants doivent travailler. Donc plutôt que de dire: c'est pas bien de travailler», c'est plutôt se dire: «OK, comment en fait finalement on peut, réfléchir aux conditions de travail des enfants? Comment on peut réfléchir à ce qu'ils aient des conditions de travail plus sécures?» Une meilleure rémunération, des choses comme ça. Donc il faut bien se dire que nous, on a quand même 1000 enfants, mais c'est quand même peut-être le petit enfant européen qui doit jouer, qui doit avoir une belle éducation, qui ne doit pas travailler. C'est un idéal, en fait, mais c'est un idéal qui est quand même très centré sur une vision ethnocentrée qui est détachée de certaines réalités. Et ces réalités-là ne sont pas à juger, ne sont pas à classifier en se disant: nous, on fait mieux, eux, ils font moins bien. Moi, c'est mon pari, c'est une hypothèse peut-être qui n'engage que moi, mais que certains enfants, s'ils travaillent, il y a par exemple certains pays où les enfants vont avoir des emplois du temps scindés, entre une partie où ils vont travailler le matin et aller à l'école l'après-midi, ou l'inverse. Il y a peut-être certains enfants, j'en sais rien, je ne suis pas allée les interroger sur le terrain, mais qui sont plus heureux dans ces modalités-là, avec où ils ont une partie où en fait finalement ils vont travailler avec leur famille au champ ou des choses comme ça, où ils vont être plus heureux que des enfants qui restent assis de 8h à 16h sur une chaise sans pouvoir bouger, avec un programme bien cadré, tout ça et tout ça. Alors là, c'est le petit côté en moi qui a longuement étudié sur comment le système scolaire pourrait être repensé. Et du coup, je suis un petit peu fâchée avec les modalités d'enseignement traditionnelles. Je trouve que c'est long et laborieux à changer. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en fait, notre manière de percevoir et cette CDE, il y a quand même des biais et qu'il faut qu'on soit conscient de ça. Donc, d'arriver en se disant: «Ah, là-bas, ils font moins bien» ou «Là-bas, c'est tristoun qu'ils ne puissent pas avoir accès à une éducation toute la journée». Oui, mais gardons-nous peut-être d'émettre toute forme de jugement et essayons peut-être de comprendre aussi. J'ai l'impression que c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu pour avoir été moi-même du coup enseignante dans les dernières années et avoir cherché à amener mes collègues un petit peu dans ces réflexions. En fait, quand on ne connaît pas les droits de l'enfant, on a souvent tendance à les connaître via ce que vont nous amener des associations relatives aux droits de l'enfant, qui ont fait un travail de synthèse de ces droits. Et puis, alors je sais, c'est pas partout, hein, je ne veux pas généraliser, certaines associations font un travail incroyable et très nécessaire, en fait, aussi de vulgarisation de ces droits-là. Donc, je ne suis pas en train de mettre toutes les associations et tous les organismes dans le même panier, mais j'ai déjà vu, et là, je pense à une association qui œuvre beaucoup, en fait, où moi, je travaillais, donc, dans le canton de Genève, qui a vraiment cette vision misérabiliste et qui se sert des droits de l'enfant un petit peu comme étendard de oh, il devrait faire mieux. Ouais, bon, ok. Voilà, c'est impossible de réfléchir droits de l'enfant sans avoir ces réflexions sur le fait que les droits de l'enfant ne sont pas un cadre, entre guillemets, de prescription neutre. Il faut l'avoir en tête. Et du coup, philosopher, comme je l'ai mis, donc mettre en place des dialogues philosophiques, c'est questionner non seulement ces droits et leur manière dont ils ont été abordés, mais aussi questionner cette place qui a été accordée aux enfants dans la société. Et du coup, comme je l'ai dit avant, il faut bien penser au fait qu'il y a eu un choix dans la rédaction de ces droits, de laisser de côté certaines choses, d'en valoriser d'autres, et puis que ça a été écrit par des adultes pour des enfants et non par des adultes pour des adultes. Ça aurait été différent, mais là, ça a été écrit par des adultes pour des enfants. Alors oui, certes, je pense, sauf si on découvre un nouveau type d'être humain, tout adulte est déjà passé par l'expérience de l'enfance. Mais
Il y a quand même un petit peu ce truc de, on les a pas forcément trop consultés ni mis dans la boucle. Donc, la pratique de la philosophie, bah, c'est super parce que c'est l'occasion d'aller questionner les enfants sur ce qu'ils pensent de leurs droits. Si vous prenez le temps, en fait, ça se trouve, de demander, vous aimeriez avoir quel droit? Alors oui, moi je l'ai déjà fait. Les enfants, ils sont marrants. J'ai déjà eu à avoir un jacuzzi dans la cour de récré. Ok, alors voilà. Nous aussi, en tant qu'adultes, on est là pour réguler ça. Mais c'est intéressant, en fait, de saisir l'occasion des CRP, enfin des dialogues philosophiques, pour questionner les enfants sur ce qu'ils pensent être leurs droits, les droits qu'ils aimeraient avoir, comment ils aimeraient pouvoir les mettre en place, etc., etc. Donc voilà, c'est juste quelque chose qu'il faut garder, je pense, en tête, enfin, qui me paraît important d'avoir en tête. Du coup, donc, droit de l'enfant et philosophie avec les enfants, des conceptions similaires. Bah, comme vous aurez pu le voir, dans les deux, on estime que l'enfant est compétent et est capable. Là, je pars du principe que tout le monde a des notions, en tout cas un petit peu de base en matière de philosophie avec les enfants. Mais dans les deux domaines, on part du postulat que l'enfant peut, il y a une espèce de le postulat d'éducabilité, mais adapté à ce domaine-là, que l'enfant peut, que l'enfant sait, que l'enfant est compétent, que l'enfant mérite aussi du coup d'être entendu, de participer, de s'exprimer. Et du coup, comme je l'ai mentionné avant, il y a une horizontalisation quand même de la relation entre enfants et adultes. Horizontalisation ne veut pas dire perte des statuts. Il faut bien faire cette distinction. Un enfant reste un enfant, un adulte reste un adulte. Et par exemple, l'enfant qui me dit oui, moi j'aimerais avoir le droit d'avoir un jacuzzi dans la cour de récré, en tant qu'adulte, on peut amener un petit peu de notre savoir en disant ok, ah bon, pourquoi? Ok, et qu'est-ce que ça t'apporterait, tout ça et tout ça, en essayant de faire comprendre aussi que voilà, de notre point de vue d'adulte, il y a certaines choses qui paraissent logiques ou non, sans trop impacter le jugement ou le raisonnement. Mais voilà, il faut se dire que l'horizontalisation, je vais y arriver, de la relation enfant-adulte ne veut pas dire perte de statut, ne veut pas dire tout le monde a raison, tout le monde doit être entendu, tout le monde. Non, on est quand même là, garant d'un cadre et d'un cadre de pensée. Mais il faut savoir du coup que ces deux pratiques-là, c'est des pratiques pour moi qui se serrent les coudes dans le sens qu'elles permettent en fait aux enfants de jouer un rôle plus actif dans leur propre vie et dans la société. Voilà, donc ces deux pratiques vraiment qui se nourrissent en fait mutuellement. Voilà, donc vraiment qui permettent aux deux, qui vont très bien ensemble. Moi, quand j'ai terminé mon master et que j'avais un peu les deux en main, je me suis dit, c'est super. Voilà, ces articles, on va pouvoir les mettre en place comme ça, et grâce à la mise en place, on va pouvoir aller questionner ces articles. C'est super, non? Enfin, vraiment, moi, je trouve qu'il y a une espèce de flow dans ces deux pratiques et une belle complémentarité. Du coup, ça questionne de manière plus générale certaines notions, en tout cas pour moi, certaines notions, c'est principalement la notion de citoyenneté. J'aime à dire que, les enfants d'aujourd'hui sont les citoyens de demain, mais en fait, il faut aussi considérer. Alors, je ne dis pas que les enfants d'aujourd'hui ne sont pas les citoyens de demain, ils le sont aussi, bien entendu. Et du coup, d'où le fait de commencer tôt à développer leur esprit critique, leur caring thinking aussi, ou leur esprit créatif, tout ça, c'est très important. Mais ils sont aussi, avant toute chose, les citoyens d'aujourd'hui. Alors, bien entendu, dans ce cadre-là, ça veut dire qu'il faut repenser un petit peu la citoyenneté et sa définition. Et je sais que d'ailleurs, même en France, peut-être la notion de citoyenneté est inscrite dans un cadre de référence distinct de la Suisse. Mais on va souvent rattacher quand même la notion de citoyenneté à l'obtention du droit de vote, donc qui se fait à la majorité, donc qui se fait à 18 ans. Tard, c'est très tard. C'est pas qu'on n'est plus enfant à 18 ans, on est adolescent ou à fin d'adolescence, voilà. Mais je pense qu'il faut vraiment se dire qu'en fait, la citoyenneté commence avant et on voit de plus en plus quand même de projets qui cherchent à mettre en place une nouvelle forme de citoyenneté où les enfants dans laquelle les enfants vont être engagés. Par exemple, je ne sais pas, la création d'une aire de jeu. On va aller consulter des enfants de la commune pour leur demander quel type de jeu ils aimeraient avoir. Ça, c'est les débuts en fait d'une forme de citoyenneté. C'est enfin un endroit et un espace de parole où les enfants peuvent s'exprimer en toute légitimité en ayant une parole qui va être reconnue avant leurs 18 ans.
Donc, je pense qu'il faut vraiment se dire que les enfants aussi, avec tous ces droits-là, ils ont la liberté d'association, ils ont la liberté de réunion. Ils peuvent mettre en place des droits de pétition. Si on suit la CDE, c'est des choses qu'ils peuvent faire. Mais c'est à nous aussi de leur donner cet espace. Parce que des enfants restent des enfants, nous adultes restons adultes, et je l'ai vu à nouveau dans le domaine de l'enseignement, c'est très difficile en fait de donner, c'est pas difficile, c'est un changement de paradigme, voilà, que de donner plus de place et plus de légitimité aux idées et aux paroles des enfants. Mais c'est un processus qu'il faut qu'on enclenche, je pense, dès aujourd'hui, et qui a déjà été enclenché, hein, je dis pas, voilà, dès aujourd'hui, nous, vous, formation, et puis vous, les personnes qui avez participé, nous allons tout révolutionner. C'est des choses qui se mettent déjà en place, mais je pense que c'est important à nouveau d'avoir ça aussi dans un coin de notre tête en se disant, OK, cet enfant-là qui a 12 ans, bah, il a des idées légitimes. En fait, la Convention, elle le back en fait, dans ce sens-là. Elle lui donne cette légitimité-là. Mais du coup, voilà. Donc, en gros, là, toute cette première partie, c'était de se dire que bah, c'est intéressant de repenser aux enjeux de citoyenneté grâce à la formation de la pensée, donc formation de la pensée, pratique de la philosophie, et que, en fait, la Convention relative aux droits de l'enfant, c'est cette convention internationale et qui est reconnue à l'international, qui offre aux enfants un cadre pour s'exprimer et être entendus. Donc, c'est les deux. C'est aussi, c'est bien joli, en fait, de dire, OK, vous allez pouvoir vous exprimer, mais si on n'écoute pas ce qu'ils ont à nous dire, c'est dans le vent, d'accord? Donc, je pense que c'est important de se dire que pour que ça fonctionne, cette mise en place des droits de l'enfant, il faut vraiment qu'on ait cette posture où on leur laisse la place de se saisir de ces droits, d'en avoir connaissance. Les droits de l'enfant, j'aime bien dire, ce n'est pas une occasion. Souvent, moi, je l'ai vu dans les écoles, on amène les droits de l'enfant à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Ouais, c'est un peu facile, ça. Non, c'est au quotidien, en fait. Et en fait, on est tout aussi responsable de la mise en place de ces droits que les enfants. Mais les enfants, ils ne peuvent pas la mettre en œuvre s'ils n'en ont pas connaissance. Donc, notre responsabilité, en tant que personne qui travaille dans la petite enfance ou qui travaille avec des enfants, de leur donner accès à ces droits et à ce cadre de référence. Et puis, en fait, on peut se dire, ah oui, mais c'est désuet ou c'est pas forcément dans l'ordre des priorités. Et je peux que comprendre, je ne sais pas s'il y a des enseignants, enseignantes parmi vous, je peux que comprendre. Moi, la première, j'étais tenue par un programme avec des horaires et c'est pas tout simple de jongler. Et on se dit, ah, les droits de l'enfant, ok, quand j'ai fini français, maths, histoire, géo, art plastique et tout ça, tout ça. Mais en fait, il faut le penser de manière transversale. Ça va aussi être dans notre posture à nous, où on consulte un petit peu plus les enfants, peut-être sur leurs activités ou sur ce qu'ils aimeraient, ou le fait rien que de mettre en place un dialogue philosophique chaque semaine, ou un conseil de classe chaque semaine. C'est déjà une manière de mettre en place ça. Et puis, en fait, si vous vous dites que vous ne vous sentez pas légitime ou que, je ne sais pas s'il y en a parmi d'entre vous qui sont intervenants, intervenantes, se dire, ah ouais, bon, aborder la question des droits de l'enfant, oui, oui, non. En fait, en faisant ce que vous allez faire là, en mettant en place des dialogues philosophiques, vous allez faire qu'appliquer finalement une loi internationale. Si on vous dit, ah oui, la pratique, ça aussi c'est intéressant d'avoir en tête, la pratique de la philosophie, au même titre que les droits de l'enfant, c'est là où ces deux domaines se rejoignent aussi, ça commence et ça se démocratise et ça se visibilise et la pratique est en train d'être de moins en moins marginale. Donc là, je parle de la pratique de la philosophie avec les enfants. Elle est de moins en moins marginale, mais il y a des gens qui restent sceptiques de ces pratiques-là. En fait, s'il y a des gens qui sont sceptiques autour de vous, que ce soit dans vos directions, dans vos collaborateurs, collaboratrices, dans vos collègues, vous vous déchargez en disant, écoutez, je ne fais qu'appliquer la CDE. Eh oui, voilà. Vous faites qu'appliquer la CDE. La CDE demande à ce que les enfants puissent s'exprimer sur des questions qui les intéressent et une liberté de penser. Voilà, j'ai un outil super pour vous. C'est la pratique de la philosophie avec les enfants. Donc, il faut vous dire aussi qu'en fait, vous avez derrière vous un instrument juridique, une loi internationale qui vous protège, en fait, et même qui vous donne de la légitimité en tant qu'intervenant, intervenante, à mettre en place des dialogues philosophiques. Donc, il faut s'en saisir. Il faut être là, genre, si, je ne sais pas si vous avez une fois un projet pour une intervention dans un établissement scolaire et que vous devez préciser
préciser, faire une espèce de résumé de pourquoi c'est pertinent et vous justifier, notez, notez. Comme le dit la Convention relative aux droits de l'enfant dans les articles 12, 13, 14, non, 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 et ben voilà. Et donc, la pratique de la philosophie permet justement ça. Il ne faut pas oublier que justement cette convention qui est internationalement reconnue vient en fait nous baquer, elle vient nous soutenir là-dedans. Et c'est toujours bon en fait de savoir qu'on peut avoir un petit peu plus de légitimité. Voilà. Alors là, c'est le moment, il nous reste une vingtaine de minutes. S'il y a besoin, petite pause, on peut faire je pense, une rapide petite pause, pendant laquelle vous pouvez aussi, du coup, prendre le temps peut-être de noter maintenant quelques autres conceptions ou quelques questions qui restent, parce que là, il y a beaucoup de matière, je l'entends et je le conçois, des questions qui restent. Juste prendre peut-être 2 minutes pour vous, pour noter s'il y a d'autres choses, des choses auxquelles vous n'avez pas forcément pensé avant, ou peut-être ce que vous retenez là, des questions. Aussi prendre le temps, si vous voulez boire un petit verre d'eau, je propose, j'en fais juste 1-2 minutes. Et puis, on reprend juste après ça avec les questions, puis après, on passera à la partie un petit peu plus pratique. Ok, je propose qu'on reprenne doucement. J'espère que tout le monde est plus ou moins de retour. Comme ça, on va pouvoir avoir un temps maintenant d'échange autour des questions qui ont été posées dans le chat. Donc peut-être, j'attends juste que Nicolas et Frédéric soient aussi de retour. Comme ça, ils peuvent relancer par rapport aux questions qui ont été posées. On s'en prend un quart d'heure, 20 minutes. Parce qu'en général, les questions, ça ouvre à pas mal de réflexions. Est-ce que ça vous va, Nicolas, Frédéric, de du coup modérer pour cette partie et juste de relancer par rapport aux différentes questions peut-être qui ont été adressées, voir certaines peut-être qui se rejoignent, qui se recoupent, je ne sais pas. Oui, bah, alors si vous voulez, on commence dans l'ordre, hein. C'est d'abord une question d'Evelyne, qui, quand vous parliez en fait des contraintes sur les pays qui demandent en fait, impose-t-on à ces pays un plan d'amélioration continue à l'issue du rapport avec des actions clairement éditées et à réaliser pour les 5 ans qui suivent? Est-ce qu'il y a un plan d'action en fait dans les contraintes Ouais, de alors 5 ans? ouais. Ben, en fait, ce qui se passe quand des torts sont soulevés par le Comité des droits de l'enfant, c'est qu'on va leur proposer des manières de contrer cela. On va leur proposer, et puis des États, c'est une discussion quand même entre les États et le comité. Donc, il va y avoir, oui, quand même des idées qui vont être émises sur comment mieux faire, mais cela relève principalement, en fait uniquement, de la responsabilité des États partis que de mettre en œuvre ces mesures, ces idées. Et après, comment les mettre en œuvre? Ben là, ça peut tant être au niveau micro, avec des actions de petites associations de quartier peut-être, qu'au niveau macro, en changeant une loi, par exemple, une loi nationale. Mais ça, c'est vraiment de la responsabilité des États. Donc, c'est les États qui décident eux-mêmes, en fait, de comment ils vont mettre en œuvre ça. Et preuve étant que les États ne font pas toujours bien leur devoir, hein. Il n'est pas rare qu'entre un rapport et un autre, un rendu de rapport et un autre, 5 ans se soient écoulés et que tout n'ait pas été amélioré. Il y a un début d'amélioration, mais que le comité peut revenir en disant « Ok, en 2010, on vous avait déjà dit qu'il fallait que vous modifiez ça. On est en 2015, quid ?» Ça arrive aussi. Donc voilà, le plan d'action. Mais d'ailleurs, ces documents sont accessibles en ligne, hein. Où exactement? C'est une bonne question. Mais si vous mettez rapport périodique, je pense quelque chose comme ça, Comité des droits de l'enfant, vous devez pouvoir trouver. Et en fait, c'est comme des PV, en fait, pays par pays, ce que les pays, on leur a reproché et ce que les pays devraient mettre en place et ce qu'ils ont mis en place et tout ça. Donc ça existe en ligne et c'est accessible. Donc voilà, si jamais vous ne trouviez pas, écrivez-moi un mail et j'essaierai de retrouver l'endroit exact. Je ne vais pas regarder sur Internet maintenant, mais ces documents, en fait, qui relatent ces échanges avec le Comité des droits de l'enfant sont donc accessibles. Voilà.
Une exactement. autre question de Sana qui demande, elle, en fait, qu'est-ce que vous pensez du droit à la religion, Oh à waouh! la pratique de Ouais, son culte? ouais, c'est une, belle grande question qui, je pense, s'inscrit aussi dans le cadre, des réflexions autour de la laïcité, en France, pardon. Justement, la notion de laïcité en France et en Suisse est quand même, distincte, en sachant qu'on a des cantons en Suisse, qui, encore, ou en des formes d'enseignement religieux, en tout cas, qui sont rattachés et qui sont, ouvertement, rattachés à, ben, différents types, de religions, enfin, ouais, catholicisme, protestantisme, bref. Ce n'est pas le cas en France et la réalité du coup, autour de ça est différente et je sais qu'il y a du coup toutes, ces considérations autour de la notion de laïcité. Je ne suis pas, une des personnes qui a écrit la convention. Donc ce qu'il voulait dire exactement, je ne sais pas, mais je pense que, c'était pour dire que, l'enfant est libre finalement de choisir la confession religieuse qui lui parle et qu'il n'a pas besoin qu'on lui impose. Maintenant, ça ouvre une question plus large et c'est pour ça que c'est des tiroirs qu'on ouvre, qu'on ouvre. Est-ce qu'on, même en tant qu'adulte, on choisit librement une religion? Dans quelle mesure est-ce qu'on est libre de les choisir ou non? Il y a plein de réflexions actuelles autour de ça et de comment certaines personnes peuvent se retrouver justement dans des penchants idéologiques liés à certaines religions. Est-ce que c'était un choix ou non? Mais ce que je cherche en tout cas à souligner ou à soulever cette partie-là, donc de l'article 14, sauf erreur, c'est qu'ils ont la liberté de choisir. Voilà. C'est vraiment donner la notion de choix, en fait, derrière celle de liberté. Voilà, j'espère que ça répond un peu. Délicat. Ça ah Et bah, en oui, fait, oui, ça c'est répond très aussi. bien. Mmh. Ouais, ok. Voilà. Ouais. Je Oui, non, allez-y, hein, sinon Aurélia, Non, c'est ça bon. me faisait juste penser en fait que c'est. Non, j'y reviendrai après. Ça va après. OK. C'est mieux qu'on passe. Autre question de Céline, y a-t-il des textes élaborés par des enfants pour établir leurs droits? Il doit y en avoir dans des initiatives individuelles et certainement ça doit exister. J'en ai pas connaissance, mais je pense très certainement que certaines écoles ou associations ou organismes, et peut-être même organismes qui travaillent à la reconnaissance et à la visibilisation des droits de l'enfant, ont fait ce travail-là, très certainement. Et d'ailleurs, très bonne activité à garder en fait. Très bonne activité à garder, de comment en fait. Mais il y a des petits. Moi, je sais qu'il y a un ouvrage qui a été écrit sur ça, qui en fait, alors je ne le recommande pas forcément parce que c'est pas, enfin, j'ai pas d'édition à vous donner, parce que c'est pas, je suis pas là pour faire la publicité d'un ouvrage en particulier. Moi, je suis assez pour on questionne et on fonde les réflexions autour des droits de l'enfant avec les enfants. C'est un peu mon postulat. Mais il existe de la littérature où je pense que vous pouvez trouver des albums, très clairement, où c'est les droits de l'enfant, probablement écrits par les enfants. Ça doit exister, ça, à mon avis. Bah, oui, oui, ça, je vous le montrerai juste avant qu'on Ouais, qu'on se quitte. Moi, j'ai fait une petite ouais, bibliographie. On peut penser notamment à Janusz Korczak, hein, aussi, qui est le père des droits des enfants et qui l'avait pensé, ouais, lui, aussi avec les enfants. Mais on en ouais. reparle tout à l'heure. Une autre question d'Alban. Est-ce qu'il y a une définition de l'enfant sur lequel repose la convention? Une définition explicite? Alors, ben, vous verrez en la lisant, tous tous les articles, en fait, viennent compléter cette définition-là. Il n'y a pas une définition, l'enfant est. Alors, je ne vais pas refaire le partage de connexion, mais le mieux, c'est en lisant la convention, vous allez voir qu'il y a cette conception-là, enfin, ces conceptions-là qui vont être en filigrane de chacun des articles. Mais de manière générale, on va toujours chercher à œuvrer dans l'intérêt supérieur de l'enfant, en se disant que ben, l'enfant est un être qui mérite qu'on s'occupe de son intérêt, qu'on œuvre dans son intérêt, mais avec cette notion que l'enfant n'est plus seulement un être à protéger. Ça, je pense, c'est ce que j'avais dit au tout début de la présentation, quelque chose qu'il faut garder en tête. Certains articles vont aller dans ce sens-là, mais c'est aussi un être participatif, un sujet de droit. Et je pense que garder la définition que l'enfant est un sujet de droit, c'est une bonne manière d'appréhender, en fait, de manière générale. Mais une définition écrite noir sur blanc, il n'y aura pas, si ce n'est que ça termine à la majorité. D'ailleurs, j'ai vu passer dans le chat une question par rapport à ça. Pourquoi est-ce qu'on parle d'enfants et non d'adolescents? C'est vrai, C'est hein, la prochaine question.
Ouais, on aurait pu dire la convention relative aux droits de l'enfant et des adolescents. Je pense que c'est purement par simplicité qu'ils nous dit bon ben c'est enfant avant 18 ans, puis quand ils ont la majorité, ils sont adultes. Ce qui n'est, on le sait très bien, pas le cas. Voilà, c'est un Oui, processus en fait. C'est pas parce qu'on a le droit de vote que d'un seul coup on est adulte. Et à nouveau, je ça, reprends des réflexions autour de la citoyenneté. C'est un processus. La citoyenneté doit être considérée comme un processus et elle ne doit pas être fêtée à son anniversaire des 18 ans comme étant quelque chose que l'on célèbre maintenant. Et, euh, et voilà. Bon. Non, oui, j'espère que ça sur ça, répond. on va revenir aussi tout à l'heure avec Bérangère de la Maison des droits des enfants et des jeunes, justement, Mhm. qui nous présentera. Alors, attendez, j'avance sur les questions. Euh, alors, il y a des gens qui ont aussi fait des petites synthèses, mais une autre question de Catherine. Un exemple d'un État qui a rédigé une nouvelle loi suite au rapport. Donc, on revient sur la question des contraintes. Ah, je n'ai pas connaissance comme ça. Je suis malheureusement pas assez renseignée sur, au niveau législatif, sur ce qu'ont fait les pays. Vraiment, là, je suis navrée, je n'ai pas la réponse à cette question. Ça doit exister. Nous, on pourra faire des recherches et revenir, Oui, ou même vers moi, vous. vraiment, n'hésitez pas. Si là, j'ai pas la réponse maintenant, je peux tout à fait rechercher après. Mais il doit y en avoir. Mais comme ça, de tête, je pourrais pas vous dire. Je suis pas assez calée dans tout ce qui est les mises en œuvre juridiques nationales, parce qu'il y a beaucoup d'états parties, comme je dis, pour pouvoir vous dire exactement un exemple comme ça. Mais Et il doit y en aussi, avoir. Notamment au niveau de la régulation du travail des enfants, je pense que ça doit être vraiment un peu le domaine. Voilà. il y a aussi Catherine qui demandait s'il y a un statut particulier à l'adolescence, c'est-à-dire à distinguer de l'enfant ou pas, dans justement ces conventions des droits ou en tout cas dans le statut juridique qui est reconnu aux adolescents par rapport aux enfants, quoi. Non. C'est un pack. Ouais, c'est un pack. C'est un package. C'est un package qui est aussi intéressant à questionner. Vous allez voir, moi, je suis désolée, hein, tout ce qu'on me propose, je questionne toujours. C'est le point même de la présentation, c'est OK, c'est bien, mais questionnons ça. Là, au niveau, on pourrait questionner le fait que, oui, pourquoi un package en fait? Parce qu'on sait très bien que les réalités vécues par les enfants ne sont pas du tout les mêmes réalités que vivent les adolescents. Et même si vous avez pratiqué des dialogues philo avec des enfants et avec des adolescents, on voit bien que les conceptions et les raisonnements et puis le rapport en fait même à leur environnement et à leur vécu est vraiment, vraiment très, très différent entre un enfant de 5 ou 6 ans et un ado de 15 ou 16 ans, quoi. Donc oui, mais c'est un package. À nouveau, je pense pour des fins de simplicité, quoi. euh, Alors, c'est vrai que oui, il y a eu plusieurs remarques aussi, notamment sur l'introduction des discussions avec les enfants ou avec les adolescents de leurs droits par eux-mêmes, ou en tout cas d'amener cette dimension philosophique dans la discussion avec eux. C'est vrai que nous, en France, on a une entrée qui est l'éducation morale et civique, qui permet justement d'avoir un cadre pour pouvoir aborder ces questions-là dans le cadre de la classe et qui du coup est un espace dédié dont il faut se saisir justement pour pouvoir aborder ces questions et qui du coup autant en profiter quoi, puisqu'il Mmh. existe. Exactement. Ouais, ça c'est bien d'être backé. Entre guillemets, quand je dis backé, c'est d'avoir le soutien derrière nous. À nouveau, ouais, ça, c'est extrêmement pertinent. Mais comme je dis, c'est surtout la question de la légitimité, en fait, tant de la mise en œuvre de dialogue philosophique que la mise en œuvre de réflexion autour des droits de l'enfant. On est souvent confronté à ça. Et du coup, c'est super. Après, je ne sais pas, là, dans les personnes qui suivent la formation ce matin, s'il y a uniquement des enseignants-enseignantes ou s'il y a aussi des personnes qui interviennent juste. Ça fait une différence aussi sur la manière de pouvoir appréhender un curriculum autour des droits de l'enfant. Voilà. Mais ouais, c'est super. Et il faut clairement saisir ces espaces-là pour, pour faire ça, quoi. Et puis je pense que du coup, dans le même sens, si ces espaces sont créés pour pouvoir avoir des réflexions sur la citoyenneté ou les droits de l'enfant, eh ben, à nouveau, les dialogues philo sont un parfait outil pour ça, vraiment. Ça, elles s'internourrissent, ces deux pratiques, de manière vraiment très chouette.
Alors, on regarde un petit peu la suite des questions. Donc là, c'était des remarques notamment concernant la différence de statut entre adolescents et enfants, Mhm. donc les réactions, notamment sur les tranches d'âge. C'est-à-dire qu'il y a des statuts juridiques en France, en tout cas, pour reconnaître des responsabilités différentes selon les tranches d'âge et que du coup, il peut y avoir des peines qui peuvent s'appliquer à des adolescents qui ne s'appliquent pas forcément à des enfants. Mhm. Euh, En dessous d'un certain âge, l'enfant n'est pas reconnu responsable. Hop, voilà, bah, je pense qu'on a fait un petit peu près le tour. Ouais. Après, c'est des réactions concernant le cadre de l'EMC, de l'enseignement de l'EMC. Mhm. Euh, Certains, voilà, pensent que le cadre est un petit peu trop restreint pour mener une réflexion. En même temps, c'est quand même un espace qui est disponible, donc autant s'en saisir. Tout à fait. Ouais. Ben, Euh, je pense de manière générale, et ça, il faut garder à l'esprit, beaucoup de choses que je vous dis de garder à l'esprit ce matin, beaucoup de choses qui me tiennent à cœur aussi dans ce domaine-là. C'est plus facile de mettre en œuvre ces différents éléments que j'ai pu mentionner et d'engager ces réflexions quand on est enseignant-enseignante que quand on est intervenant-intervenante, inévitablement. En fait, là, je vous ai résumé un peu en disant, ah oui, voilà, faire un dialogue philo, parfait pour questionner les droits de l'enfant, mais je ne vais pas donné de temps. Là, on arrive justement à la partie un petit peu plus pratique, mais je vais l'introduire comme ça. C'est un processus, ça aussi. C'est un processus. C'est un processus dans le sens où, on va créer des espaces, on va chercher à mettre en place dans une certaine temporalité, et en parallèle à ça, il va falloir changer notre posture. Mais en fait, tant créer ces espaces de réflexion que changer notre posture sont des choses qui peuvent prendre du temps. Et en fait, on ne va pas pouvoir aborder la question des droits de l'enfant en 45 minutes. Je dis 45 minutes parce qu'en Suisse, dans l'enseignement, on a des périodes à l'école primaire de 45 minutes. Peut-être que c'est un peu différent en France. Mais du coup, on ne peut pas, en fait, enfin, on peut. C'est pas qu'on ne peut pas, on peut. Mais si on veut vraiment, en fait, faire, en fait, réfléchir les enfants autour de leurs droits, eh ben, il faut qu'ils aient le temps. Et justement, on arrive à là, je dis à vos stylos et à vos cerveaux, autant pour moi, c'est vraiment de dire que ça va être le moment où il va falloir aller un petit peu chercher. On arrive à la partie un petit peu plus pratique maintenant. Je vais poser cette question de comment faire vivre des droits pour mieux les penser. Comme j'en parlais hier avec Nicolas et Frédéric lors de notre petit test technique, je risque peut-être d'en décevoir certaines, certains, mais je ne vais pas vous donner de méthode clé en main pour mettre en place des réflexions autour des droits de l'enfant. Pour la bonne et simple raison que si je fais ça, je viens complètement prendre la place et le rôle que je pense devrait être accordé ou attribué à nouveau aux enfants. C'est à eux, en fait, de réfléchir à comment ils veulent réfléchir à leurs droits. Alors nous, typiquement, là, ce que je vais vous dire, oui, allons-y avec le levier du dialogue philosophique, c'est rarement se tromper, c'est toujours faire juste. Et puis, je fais aussi un petit disclaimer de, il existe, on le verra à la fin, quand on aura la dernière intervention, il existe du matériel pédagogique incroyable, extrêmement bien ficelé, très très bien pensé aussi, qui est à disposition et qui sont des ressources qui existent pour si justement on ne se sent pas forcément à l'aise de laisser ce champ des possibles ouvert dans la mise en œuvre des réflexions autour des droits de l'enfant. Mais en fait, ce que moi, ce qui m'importe vraiment, c'est de se dire, en fait, on a déjà pris leur rôle, leur place aux enfants en rédigeant à leur place la convention qui les regarde. Bon, on a déjà fait ça. C'est comme si si on inverse, je caricature, on est bien d'accord, mais si on inverse, dire oh, les droits de l'homme, on aurait pu demander à droits humains, on aurait pu demander à Tobias, 7 ans, de les écrire pour nous. Alors non, bien entendu, parce que Tobias, 7 ans, n'a pas encore eu l'expérience d'être un adulte. Mais moi, ça me fait rire, on dit, OK, en tant qu'adulte, on a écrit pour les enfants. Mais si on demandait aux enfants d'écrire pour les adultes, est-ce qu'on serait aussi à l'aise? Et en même temps, je pense que des fois, et si vous êtes enseignant, on a beaucoup à en prendre. C'est un petit peu cliché ce que je dis là, mais c'est vrai, je le pense. On a beaucoup à apprendre des enfants. Arrivé à l'âge adulte, on oublie beaucoup de choses et
de manière de réfléchir et d'être créative. Oui, l'école aussi contribue à ça, mais quand on arrive à l'âge adulte, on a perdu un petit peu de cette énergie-là. Et bref, ça me fait rire de me dire, bon, ben, on consulterait les enfants pour qu'ils réalisent nos propres droits. Enfin, de manière un petit peu caricaturée, c'est ce qui s'est passé. Et donc, en fait, pour moi, ce qui est important dans la mise en œuvre pratique, c'est de se dire, mais comment est-ce qu'on peut faire pour remettre en fait les enfants au premier plan des réflexions autour de ces droits. Et là, je dis, mais comment faire vivre les droits pour mieux les penser? Ça part du postulat que, selon moi en tout cas, je pense qu'il est très difficile de penser quelque chose que l'on n'a pas vécu. Par exemple, la vie. Voilà, sauf erreur, vous êtes là devant votre ordinateur, ce matin, vous êtes réveillé. Voilà, donc vous êtes en vie. D'accord? Si vous pratiquez le dialogue philosophique de manière récurrente ou que vous avez pu un peu lire certains écrits de philosophes, on questionne l'expérience même de la vie au travers de la pratique de la philosophie. C'est le même, en fait, de la pratique de la philosophie, c'est de questionner cette expérience de vie. On va, dans un dialogue philosophique, parler d'amour. On a déjà vécu ça, ou peut-être pas. C'est OK. Pas de jugement sur ça, mais on a quand même des conceptions où on a vécu des relations amicales. On va amener le thème de l'amitié, ou celui de la mort. Je parle un peu des grands thèmes classiques, hein, on s'entend, mais c'est parce qu'on a quelque chose à en dire et quelque chose à amener en fait de notre expérience vécue sur ces sujets. Ben, comment faire en fait finalement en tant qu'enfant pour penser nos droits si on ne les a pas vécus? Ouais, il faut qu'on puisse vivre ces droits-là. Alors, bien entendu, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire un curriculum réfléchi sur 54 semaines, avec semaine 1, on vit l'article 1, semaine 2, on vit l'article 2, etc., etc. Déjà, ce n'est pas possible, parce que certains des droits sont des droits de prestation, certains droits sont des droits de protection, et ce sera plus difficile pour ces droits-là de les faire vivre. Ce n'est pas impossible, mais c'est plus difficile. Donc, comment en fait on peut trouver des moyens pour faire vivre ces droits-là aux enfants pour qu'ensuite, ils puissent réfléchir à ce que c'est de pouvoir participer, par exemple. Je ne sais pas si c'est clair, j'espère que c'est clair ce que je suis en train de raconter là maintenant. Dans ma tête, c'est limpide, mais je pense qu'il faut vraiment se dire, il faut avant toute chose offrir un espace, et ça, bien entendu, à nouveau, beaucoup plus simple si on est enseignante que si on est intervenant. Intervenant, il risque d'y avoir un petit côté artificiel à vouloir faire vivre les droits. On a 1 heure et demie à disposition. OK, vous allez pouvoir participer. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de participer? Ça risque d'être un petit peu rendu artificiel. Et ce côté artificiel est peut-être à éviter. Auquel cas, justement, là, des ressources pédagogiques préexistantes peuvent vraiment être des ressources précieuses. Vraiment. Mais si vous avez le temps à disposition, je peux que vous recommander de prendre, en fait, de laisser l'espace. À nouveau, on disait qu'on laisse l'espace, et ça nous challenge, nous, dans cet espace qu'on est prêt à laisser aux enfants, de se challenger dans le fait de leur laisser l'opportunité de vivre ces droits-là et les vivre vraiment. Du coup, pour ça, ce que je vous propose là, c'est, donc je vais vous envoyer dans le chat le lien vers la convention, comme ça tout le monde peut lire. Prenez le temps de la scroller un petit peu et puis choisissez un droit, celui que vous voulez, et vous pouvez vous questionner sur déjà, OK, est-ce que ça paraît plutôt un droit participatif, un droit de prestation, un droit de protection? Déjà, essayez de vous dire, OK, lequel c'est. Je suis désolée qu'on ait à faire cet exercice chacune de notre côté derrière notre petit ordinateur. J'aurais préféré pouvoir passer entre les rangs et pouvoir vous aiguiller en temps réel, mais voilà, on fait avec les modalités actuelles. Du coup, voilà, prendre le temps, regarder, essayer d'estimer quel type de droit c'est et vous dire, OK, comment est-ce que moi, en tant qu'adulte, je pourrais donner l'occasion aux enfants de vivre ce droit-là? Le vivre, vraiment. Genre, vraiment le vivre. Comment est-ce que je pourrais mettre ça en place? Ce ne sera pas toujours facile. Et à nouveau, quand ce n'est pas facile, il existe justement des ressources sur lesquelles on peut se baser. Mais je pense que c'est intéressant de se dire, OK, comment est-ce que je pourrais le mettre? Puis après, on reprend, je pense, on se laisse, oui, peut-être un petit peu moins d'une dizaine de minutes. Comme ça, vous pouvez prendre le temps de regarder un petit peu la convention, choisissez un droit, vous dire, oh, alors là, j'ai vraiment galéré parce que celui-là, je ne vois pas comment je pourrais le mettre en œuvre. Et dire voilà,
juste avoir ces réflexions-là. Et ensuite, on fait un petit moment de mise en commun sur ça. Et puis, j'amènerai vers les dernières réflexions parce que leur tour, le temps passe. Donc, voilà. Donc, si je ne me trompe pas, je vais essayer de faire cette manipulation et vous envoyer le lien. Donc, prenez le temps, passez un petit peu dessus, regardez un petit peu, et puis, comme je dis, on cesse un petit peu moins d'une dizaine de minutes, et on regarde dans quelle mesure, quand vous regardez, j'aimerais bien être là pour faire ça avec vous, dans quelle mesure vous arrivez à dire, OK, ça pourrait être une activité sympa à mettre en place à partir de ce droit-là. Comment est-ce qu'on fait vivre ce droit-là de manière concrète aux enfants? Voilà, je vous laisse regarder. Et puis s'il y a des questions, là, je regarde le chat en même temps, donc n'hésitez pas à les poser en même temps. Je peux essayer de vous aiguiller un petit peu comme ça. Mais sinon, voilà, choisissez un droit, essayez de vous dire, OK, est-ce que c'est plutôt participation, prestation, protection? Et comment est-ce que je pourrais faire vivre ce droit aux enfants de ma classe ou aux enfants de la maison de quartier dans laquelle je travaille? Un exemple de prestation. Alors, attendez, je vais essayer d'aller trouver là. Juste que j'aille sur la convention. Par exemple, l'article 4, hein, c'est de la prestation. C'est vraiment dire que ces droits-là, on s'engage à les mettre en œuvre. Prestation. C'est vraiment comme le terme prestation, comme si vous allez au pressing, quoi. Vous payez pour une prestation. Les enfants ne nous rémunèrent pas pour qu'on le mette en œuvre, mais voilà. C'est souvent quand c'est marqué les parties s'engagent à que vous allez avoir la prestation. Oui, article 17, oui, exactement. Exactement, ouais, tout à fait. Les conseils des élèves, c'est une activité qui permet de faire vivre ce droit. Il y a une question sur le chat par rapport à l'article 12 sur dès que tu es en âge, eu égard à son âge ou la capacité de discernement. Ça, c'est des questions qui, justement, même dans le domaine des droits de l'enfant, et nous, on l'a bien vu quand on était en master, ouais, ça a été écrit un petit peu, ils ne se sont pas trop mouillés, disons. En même temps, c'est difficile de déterminer à quel âge exactement est-ce qu'un enfant est capable ou non de discernement. À quel âge est-ce qu'il est capable ou non de réfléchir à telle ou telle question. Mais voilà, c'est la manière dont ils l'ont formé, quoi. Ouais, sur l'accès à l'information, exactement, présenter l'information. Alors peut-être que je vous propose, c'est qu'on revienne ensemble. J'ai vraiment l'impression, j'aurais tellement aimé vous avoir en face de moi ce matin, mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors je vous propose qu'on revienne ici, et puis là je regarde du coup justement les petites propositions qu'il y a eu sur le chat, plein de bonnes idées. Peut-être s'il y a des choses qui ont été difficiles aussi pour vous, mais là, je vois qu'il y a quelques idées qui sont sorties. Je peux en donner quelques exemples. Il y avait celle pour laisser les enfants s'exprimer librement. Quelqu'un qui a proposé que les enfants terminent nos phrases. C'est drôle. Et en même temps, c'est une activité où là, on tire le curseur très loin. Mais on peut imaginer tout simplement que pendant une journée, l'enseignant ne dit rien. Rien du tout. On ne dit rien. Possible. Je peux vous assurer, je fais le pari. Ah non, je ne peux pas vous assurer. Je ne veux pas prendre la responsabilité de ce qui se passerait dans votre classe si ça dérapait. Mais les enfants, quand ils sont habitués à ce qu'on leur fasse confiance, c'est merveilleux. Et je pense que vous le savez aussi. Et c'est terrible quand on se retrouve justement dans des classes où on a l'impression qu'on peut moins leur faire confiance. C'est un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'on leur fait moins confiance, ils nous font moins confiance et on s'engage là-dedans. Mais moi, je sais que quand j'enseignais, on avait à l'époque, du coup, parce que j'étais dans les premières années en Suisse, on est en probatoire, ce qu'ils appellent. Et le directeur vient observer en classe. Le directeur est venu observer une leçon que je donnais. Je n'ai rien dit, quasiment.
ou peu. Et puis quand je disais, nous on chuchotait en classe, donc vraiment je parlais très peu. La parole était principalement aux enfants qui se géraient en fait. Donc ça c'est une très très bonne manière effectivement de faire vivre ce droit-là. Ça peut être pendant une journée. Puis le lendemain, on reprend avec un petit dialogue philo, puis on dit alors comment c'était? Qu'est-ce que ça vous a fait? Ok, puis dans quel autre contexte est-ce que, ok, à la maison, ok, c'est pas tout à fait comme ça, pourquoi? À nouveau, hein, je ne veux pas vous enseigner maintenant et ici la posture qu'on doit adopter, mais on doit rester dans cette posture neutre. On peut toujours apprendre des choses de, voilà, en fait, à la maison, ils n'ont pas du tout le droit de parler. Voilà, bon, comment on amène oui, mais c'est difficile, hein, c'est un challenge. Et comme je disais, c'est un processus aussi pour nous. C'est pour ça que de trouver des petites activités comme ça, prendre un droit, et comme je vous dis, c'est à vous de vous dire, peut-être si vous êtes enseignante, en début d'année, vous avez 54 articles. Vous n'allez pas tous les traiter, c'est sûr que non. Vous en choisissez vos préférés, vous en choisissez peut-être 10. Et ces 10 articles, il y en a qui sont faciles à être amenés de cette manière-là, avec ce genre d'activité. Prévoyez vos petites activités. Toutes les 2 semaines, vous allez faire une activité en lien à ça. Voilà. Et puis, pour les droits un petit peu plus compliqués à aborder, vous avez des ressources pédagogiques qui existent et qui peuvent être justement à la base ensuite de dialogue philosophique. Mais comme je dis, moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de se dire comment peut-on parler de quelque chose que l'on n'a pas vécu? Comment peut-on réfléchir sur quelque chose que l'on n'a pas vécu? Comment peut-on penser à quelque chose que l'on n'a pas vécu? À nouveau, je le rappelle, le propre de la philosophie, c'est de nous faire respirer. Non, oui, aussi. Mais de nous faire réfléchir à notre expérience de vie. Et on ne pourrait pas parler d'amour, d'amitié ou de mort si c'était des expériences auxquelles on n'avait pas été confronté. Ou alors qui nous concernent tous et toutes. Et les droits de l'enfant, c'est la même chose. Si les enfants n'en ont pas eu connaissance et n'ont pas été à même, en fait, de pouvoir les vivre, c'est très compliqué, en fait, de pouvoir engager une réflexion pure, entre guillemets, sur ces droits de l'enfant. Donc, voilà. Mais à nouveau, ça, c'est dans un cadre idéal, avec du temps à disposition et le fait que vous allez pouvoir suivre le groupe, en gros, dans le temps. Si vous ne pouvez pas suivre le groupe dans le temps, probablement que des ressources, des activités un peu plus simples, par exemple, droit participatif, une activité toute simple, vous leur demandez, OK, un projet en cours, qu'est-ce que tu aimerais quoi en fait? C'est juste demander à l'enfant ce qu'il aimerait, c'est le faire participer. C'est aussi simple que ça, simple, on s'entend. Ben voilà, il y a vraiment ce paradigme aussi de changement de posture de l'adulte là-dedans. Je regarde juste le commentaire d'Aline, est-ce qu'on peut clarifier un P? Oui, il y a des. Alors, la question d'Aline, pardon, je vais peut-être y répondre, tout le monde la voit sur le chat. Est-ce qu'il y a certains articles qui pourraient relever de plusieurs P à la fois? Ça se peut, oui, oui. Après, même en fait, cette classification, qu'on s'entende, est une classification artificielle. Hein, ils n'ont pas été écrits, ces droits, pour être classés. C'est juste, voilà, c'est se dire qu'il y a des tendances. Voilà, il y a des tendances. Certains droits vont être plus participatifs, d'autres plus de prestations, d'autres plus de protection. Et de vous dire, bah, selon le droit que vous êtes en train de traiter, vous n'allez pas l'amener de la même manière. Voilà. Mais il y avait d'autres idées. Ah oui, là, on me proposait aussi Céline qui disait, donc, pour l'article 17 sur l'accès à l'information, qu'on peut présenter une même information donnée par différents médias. Exactement, on peut faire une semaine de recherche documentaire. En plus, on peut faire du transversal. Hein. On peut faire de l'histoire en même temps ou du français en même temps. OK, on fait, et puis on met ensemble nos infos. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tout le monde n'a pas la même info. OK, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez fait? Voilà. Et puis à partir de là, on discute de ce que l'on a vécu. Vous verrez que ce sera beaucoup plus simple et beaucoup moins artificiel de discuter de ce que les enfants ont vécu avec vous, de ce que vous avez créé comme expérience, que de leur dire, OK, alors tu as un droit à ça. Oui, mais c'est difficile aussi pour nous-mêmes de nous représenter certains droits. Vous pensez bien que nous-mêmes, en tant qu'adultes, on a des fois de la difficulté à appréhender certaines conceptions de droits qu'on a. Alors, pour les enfants, et en même temps, tellement important qu'ils aient conscience et connaissance du fait qu'ils aient des droits. Je pense que c'est là la première lacune. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions peut-être? Il nous reste 2 petites minutes avant de clore et que je passe la parole à l'intervention de fin. Il y a peut-être encore des questions? Si vous souhaitez prendre la parole, le mieux, c'est peut-être de lever la main et je vous donnerai la parole, je vous distribuerai la parole directement, ce sera plus simple. Ouais.
qui est très intéressant, les échanges sur le chat. C'est vrai que ouais, on parle de la maïeutique. Ben ouais, exactement. On fait accoucher les idées. On les fait accoucher, mais il faut bien qu'il y ait eu un enfant dans le ventre au début. On va vraiment rentrer sur la métaphore, sens premier. C'est ça, hein. Oui, il faut qu'on fasse aussi accoucher les idées chez les enfants, mais il faut qu'ils puissent eux-mêmes et elles-mêmes eu l'expérience d'expérimenter. Ouais, je pense qu'il faut garder ça en tête. Comment on peut vivre, comment on peut réfléchir et penser des choses que l'on n'a pas vécues. Ça me paraît un petit peu plus compliqué. Pas impossible, mais plus compliqué. Merci déjà, parce qu'effectivement, on m'a donné la. Moi, je vais clore ici parce qu'on a 5 dernières petites minutes. Ah, Il y a une Oui. question là. Alors, je vais répondre juste à la question. Je vous remercie d'ailleurs pour votre attention, vos questions, vos relances, vos remarques. C'est dense, ces 2 heures. Ça ouvre à plein de réflexions. Enfin, j'espère. Peut-être pas. J'espère en tout cas. Questionnons ensemble. Questionnons ce qui est établi. Questionnons cette convention. Questionnons les droits. Mais amenons aussi l'espace pour les questionner. Je reste justement à disposition. S'il y a quelque chose, vous dites vous réveillez au milieu de la nuit, cette nuit, en disant non, ça, je voulais lui demander, ou ça, c'est pas clair. N'hésitez pas à me solliciter ou m'envoyer un petit courriel. Avec plaisir, j'y répondrai dans un second temps. Et oui, alors là, il y a Claire qui dit dans la convention, il y a pour moi beaucoup de mots qui ne sont pas précis, c'est gênant. Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, à nouveau, hein, moi j'ai dit, elle existe comme ça. C'est bien parce qu'elle offre un cadre de référence dans lequel s'inscrit une nouvelle conception de l'enfant, le fait qu'il est sujet de droit. Donc, ça, pour ça, rien que pour ça, c'est très positif. Mais elle n'est pas parfaite, hein. La Convention relative aux droits de l'enfant n'est pas parfaite pour plusieurs raisons que j'ai évoquées. Pour ces imprécisions, un petit peu de termes des fois, pour le fait qu'elle peut être malgré tout assez ethnocentrée et détachée, je dirais plutôt que découpée, détachée de certaines réalités socio-économiques qu'il y a ailleurs, et que c'est un parti pris, c'est un choix. C'est un choix de placer les enfants dans ce cadre identitaire-là. Peut-être si vous demandez aux enfants, ça c'est aussi intéressant de dire, ok, toi tu aimerais avoir quel droit? Alors il aura fallu travailler sur la notion de droit avant, et vous aimerais avoir quel droit? Peut-être avoir des choses complètement différentes et peut-être très pertinentes. Et vous irez peut-être solliciter le comité de droit enfant en disant, bon, moi mes élèves ils ont proposé ça comme droit, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, je pense que voilà, je pense que c'est le mieux, c'est de se dire que tout est mouvant. Cette CDE est très intéressante à questionner comme cadre de référence qu'elle offre, mais il ne faut pas la prendre comme quelque chose de parfait non plus, loin de là. Et puis la présentation de mon école idéale, ouais, avec plaisir. J'ai mon travail de fin d'études là-dessus, si vous voulez. Je peux vous envoyer. Écrivez-moi un petit mail et puis on regardera au cas où je puisse vous transférer ça. Pour quoi que ce soit que j'aurais oublié ou manqué, je n'hésiterai pas. Et pour quelconque question aussi, là je vois encore une question de Catherine, il laisse place à interprétation. Justement, ouais. À nouveau, c'est ce que je disais là, elle n'est pas parfaite, cette convention, loin de là, et c'est à nous en fait de jongler aussi avec ça. Merci beaucoup. Juste Aurélia, Oui. parce qu'on est un peu en retard et on voudrait donner la parole à Bérangère Oui, bien Dupont, sûr, donc, bien sûr, bien qui sûr. et avant de conclure avec vous, hein, mais moi je présenterai aussi très rapidement, justement, il y a des questions dans le chat, un support de ressources bibliographiques que je vous commenterai pas complètement, mais qu'on vous déposera aussi dans vos comptes avec le support d'Aurélia. Donc il y aura les 2 supports. Et donc là, si Bérangère voulait prendre la parole. Alors, Alors, je vais lui c'est donner la parole. Bérangère Dupont, Nicolas. Sinon, en attendant, juste aussi pour vous préciser que si on a invité Bérangère, c'est que nous, à l'atelier Canopée de Toulouse, on a fait justement des mallettes pédagogiques communes avec des livres qui ont été édités par l'association de Bérangère sur voilà, un guide d'action pour les jeunes, sur comment réagir en cas de séparation avec les parents, différents ateliers en fait qui sont proposés à la maison des jeunes sur le droit et la société, la justice et la citoyenneté, les droits de l'enfant par eux-mêmes à différents âges justement, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure en la jonction enfant, adolescent, jeune, puisque là en fait c'est des jeunes jusqu'à 25
25 ans qui sont accueillis à la Maison des droits des enfants et des jeunes. Et voilà, outre ces actions juridiques, j'ai essayé de résumer, Bérengère, hein, outre vos permanences et vos accueils juridiques, vous intervenez aussi dans les écoles et vous proposez différents types d'ateliers. Vous avez toujours pas retrouvé le son? Oui, je crois que c'est bon. C'est parfait. Vous pouvez Voilà. ouvrir la caméra aussi, Bérengère, hein. Oui, Voilà, bonjour. super. Bonjour Bérengère. Bonjour, merci pour la présentation. Donc moi, je suis la directrice de la Maison des droits des enfants et des jeunes, qui est une association toulousaine donc depuis 1993. Ça donne déjà des idées puisque, bien sûr, c'est une association qui a été créée dans la période et dans la mouvance de la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors, l'idée, là, c'était de vous proposer rapidement de voir comment, nous, à notre échelle, on travaille cette question-là. Est-ce que je peux partager mon écran? Non, je ne peux pas. Alors, c'est pas grave. Normalement, vous pouvez. Le partage chez moi, ouais. Si, normalement, c'est bon, là, j'ai arrêté le partage, donc normalement, vous devriez pouvoir, Bérengère. Vous pouvez, Bérengère. Ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave. Donc, en gros, on a 4 services, mais le service historique de l'association, c'est ce qu'on appelle le service droit des jeunes ou d'accès aux droits pour les jeunes. Ah, merci, ça y est, c'est apparu. Et donc, le service, on propose à la fois des permanences, des entretiens individuels d'information juridique pour les jeunes et des ateliers de sensibilisation où on utilise différents outils pédagogiques, comme ça a été évoqué, pour travailler la question des droits de l'enfant. Bon, je vous présente très rapidement 2 outils qui sont ceux de l'association. Un outil pour travailler la citoyenneté, où on met les jeunes en situation de parlementaires qui doivent débattre et voter une loi. Et la loi qui marche particulièrement bien, c'est par exemple de travailler sur le passage de la majorité à 16 ans. Ça permet de questionner à la fois le caractère protecteur de la minorité et puis tout ce qui est en jeu dans les droits des enfants, en fait, et les responsabilités qui arrivent le jour des 18 ans et finalement, qu'est-ce que c'est qu'être adulte. Et donc, à travers ces échanges-là où vraiment, c'est les jeunes qui élaborent entièrement le contenu, qui doivent construire un argumentaire pour ou contre la majorité à 16 ans, ça permet aussi de comprendre que les lois évoluent en fonction de l'évolution de la société, que l'âge de la majorité n'a pas toujours été 18 ans en France et que chacun, à son échelle, peut avoir une participation dans l'idée que les lois ne tombent pas du ciel et qu'il y a tout un système qui est pensé dans nos institutions pour pouvoir faire évoluer le droit aussi. Un autre atelier, c'est une simulation de procès. Donc, nous, c'est animé par des juristes qui vont faire un tribunal pour enfants. Donc, ça permet de travailler toutes les spécificités de la justice des mineurs. Et là encore, de comprendre que entre le sentiment de justice et l'institution qu'est la justice, eh bien, il y a une grande différence et il y a tout un fonctionnement très spécifique. Et donc, les jeunes sont amenés à jouer le prévenu, la victime, les assesseurs, les avocats, les huissiers, les gendarmes, les témoins, les parents et tout ce petit monde va permettre de vivre un procès. Et ça permet aussi de travailler une thématique qui soit n'importe quelle infraction pénale, mais finalement, on a aussi un double intérêt. Par exemple, si on travaille une affaire de cyberharcèlement, eh bien, on va voir que les jeunes qui se sentent très concernés par cette thématique-là vont pouvoir être par la même occasion sensibilisés à cette question-là et peut-être avoir envie de proposer des choses après à mettre en place dans leur classe. Je rejoins ce qui a été dit par Madame Platon, c'est bien sûr, ça doit s'inscrire dans la continuité. Alors nous, je dois vous dire qu'en tant qu'intervenant extérieur dans les écoles, c'est une grande difficulté qu'on a de travailler en proposant des interventions qui s'intègrent dans un projet pédagogique et qui soient un élément, qui soit initie, amorce ou complète quelque chose qui est évidemment un projet beaucoup plus global. Et donc, je pense que c'est quelque chose qu'on doit continuer à marteler parce que le manque de temps, de moyens dans les établissements fait que ça reste extrêmement difficile à mettre en place. Merci Bérengère pour votre intervention. Merci beaucoup Bérengère. Je mets le lien parce que c'est la question vers les guides et outils de la maison des droits des enfants et des jeunes. Oui.
Alors, vous avez dont notre site Bérangère est la directrice. internet, c'est droitsetenfants.org, si vous voulez en savoir plus, parce que donc on a d'autres services. Bien sûr, moi je me tiens à votre disposition pour vous communiquer d'autres informations. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, nous rejoindre, suivre nos actualités, notre newsletter. On n'envoie pas beaucoup de courriers, mais ça permet, ou sur les réseaux sociaux, si ça vous intéresse, je suis à votre disposition pour vous en dire plus. Ok. Alors écoutez, j'enchaîne rapidement pour les gens qui sont là, aussi pour vous dire que voilà, là je vais moi vous partager une rapide bibliographie, mais on vous recommande quand même très sur ces questions-là, ce manuel en fait qui a été publié par le défenseur des droits, qui s'appelle Éducation des enfants et des jeunes au droit, qui est extrêmement bien fait avec beaucoup d'activités. Et là, je vous partage très rapidement en 5 minutes, je sais qu'il est midi. Hem, voilà, hop. Je sais pas si vous l'avez là, Nico, le Oui, partage. là, en Voilà, donc version. c'est voilà, rapide bibliographie donc où là à chaque fois vous avez les liens hein, dans les images, hein, donc n'hésitez pas à basculer. L'ouvrage dont je viens de vous parler, un rapport qui a été produit sur l'UNICEF par l'UNICEF récemment sur le droit des enfants. Là tout un dossier avec des activités produits par l'UNICEF aussi, un cahier pédagogique qui avait été consacré au sujet. Janusz Korczak, je vous en parlais tout à l'heure, et là notamment l'album Art du Monde que vous pouvez utiliser en classe. Voilà, différentes ressources là. Mais en haut à droite, l'éducation à la citoyenneté chez Deboc, il est vraiment très bien. Là, vous avez au milieu les petits débats philo. En fait, c'est François Galichet qui a écrit ce livre. Dedans, je vous ai mis le lien du site de François Galichet où vous avez plusieurs ateliers clés en main pour le coup sur cette thématique-là. Le livre de Dominique Youf au PUF, voilà, c'est pour réfléchir à ces questions-là. La maison d'édition L'Initiale qui est à Marseille, qui a édité donc ce petit livre Petit grand droit pour mon enfant. Et je vous ai mis les liens là de fiches d'atelier philo encore sur les droits de l'enfant. La chaire UNESCO avec Philo Jeune, avec le défenseur des droits, qui a fait une fiche sur le droit et une autre sur la fraternité. En combinant les deux, ça vous fait aussi vraiment des excellentes pistes pour mettre en place des ateliers, différents niveaux en plus, un philo jeune, il y a 6-12 ans et 7-16 ans, vous voyez, pour la fraternité. Très rapidement aussi des concours, nous avec Canopé et l'AFD, l'Agence française de développement, on a organisé ce concours Réinventer le monde qui invite à produire des podcasts en fait avec à partir de liens avec des élèves du monde entier. Fraternité Générale qui propose un concours de vidéo Fraternité sans frontières. Les Francas qui proposent un concours d'affiches internationales, hein, Agis pour tes droits. La Ligue des droits de l'homme et beaucoup de partenaires en haut à droite, des écrits pour la fraternité. C'est évoqué dans le chat tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des conseils départementaux des enfants, voire municipaux des enfants, ce qui est le cas pour nous à Toulouse. Mais il y a aussi un Parlement des enfants, vous avez le lien, et de très nombreuses ressources sur EduScol. Je vous ai aussi mis le lien. Et puis très rapidement aussi, différents petits jeux, des jeux de cartes, du théâtre d'impro, un petit memory pour les plus jeunes. Le Monopoly des inégalités, le Solidarité laïque qui a fait ce petit jeu sur le chemin des droits de l'enfant. Là, un jeu qui a été produit par l'UNICEF, vous avez le lien. En route vers mes droits, vous avez aussi le lien, c'est un jeu de plateau. Un petit jeu d'essai de famille des droits de l'enfant. Voilà, tout ça, ça peut servir de support inducteur aussi pour avant d'entamer un atelier philo. Il y a les kits aussi de la CIMAD pour comprendre les migrations 6-12 ans et le kit lycée qui sont vraiment très bien faits et qui eux aussi sont des supports potentiellement très riches. PhiloKit, on vous en a déjà parlé pour ceux qui suivent les parcours. C'est nos collègues belges de Charleroi qui l'ont mis à disposition. C'est complètement gratuit et c'est un jeu de cartes en fait avec les habiletés de pensée. Le Autochtonia, un jeu coopératif pour découvrir les peuples autochtones. Le Commons Police sur les possibilités et les limites des communs. Et là, voilà, deux petits
de petits films qui peuvent aussi servir de support inducteur. Et pour finir, là, vous avez des liens sur un Padlet et particulièrement sur les droits des enfants abordés du point de vue des élèves à besoins éducatifs particuliers, que ce soit en FLE ou quelles que soient les formes de handicap. Donc voilà, vous avez tous les liens. Et justement, la prochaine session, le 30 novembre, ce sera avec Anne-Sophie Caillé, toujours dans le cadre des valeurs de la République. Et ce sera donc philosophé avec des élèves allophones. Ok, merci beaucoup. Eh ben, merci infiniment Bérangère, merci infiniment Aurélia. Voilà, on a dépassé de 10 minutes, mais on va vous laisser aller manger. Et écoutez, c'était une session très riche une fois de plus. N'hésitez pas à nous recontacter, Nicolas ou moi, si vous avez besoin de ressources, du contact d'Aurélia, de précisions sur ce que vient de dire Bérangère. Et le kit Alors, le kit Philokit, Philokit, vous avez le lien dans le support vous avez le lien. d'accompagnement qu'on vous a mis. Vous cliquez sur l'image et vous avez le lien et les deux supports, celui d'Aurélia et le mien que je vous ai présenté. Et je vous mettrai aussi le lien du site de Bérangère. Vous les retrouverez sur votre compte dès demain. Et vous le retrouverez aussi sur le support d'accompagnement là que je vous ai mis en lien. Voilà, et sur le Geniali, voilà, qu'on vous a mis là, qui est le support des parcours. Excellente journée à vous. Merci beaucoup, Aurélia. Merci pour l'invitation et puis bonne suite à tout le monde. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne Et, journée. et aussi peut-être pour ceux qui sont aux rencontres des nouvelles pratiques philosophiques la semaine prochaine à l'UNESCO, nous on y sera avec Nicolas, donc voilà, n'hésitez pas aussi à venir nous voir, on sera là pendant les 2 jours et on intervient d'ailleurs le deuxième jour. Très bonne journée à vous. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.